Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce dernier rendez-vous de l'année, de la saison en tout cas. Voilà, puisque il y aura un petit arrêt pour l'été, on reprendra en septembre, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos interventions, nos directs. Une saison qui a été assez riche, hein, puisque nous avons, alors je dis bonjour à Dr Bronian, qui dit bonjour à Roland et à Philippe et à tout le monde. Et on sait que c'est Monsieur Roger Mansuy qu'on salue au Roger. passage. C'est Bonjour toujours Roger. notre premier auditeur. Bonjour Roger. Bonjour Roger. Voilà, qui vient là. Donc c'est une saison riche, effectivement, dans laquelle on a traité de sujets aussi variés que la matière noire, hein, pour reprendre des thématiques d'astro, des araignées, des âges sombres au Moyen-Âge, de la science des rêves, des volcans. On a aussi répondu à vos questions sur le Covid. Vous avez aussi découvert les coulisses de la rédaction. Donc quelque chose de vraiment riche et que nous allons reprendre à la rentrée de septembre. Donc je vous invite évidemment à vous abonner. Voilà. Et je présente également évidemment la rédaction de Sciences et Avenir, la recherche, puisque nous sommes une rédaction qui comprend plusieurs magazines, plusieurs journaux avec un certain nombre de journalistes, et je vais vous montrer qu'il y a quand même de la production et vous aurez de quoi lire cet été. Donc il y a des choses derrière moi, mais je vous les présente le plus précisément. Donc il y a le mensuel, évidemment, Sciences et Avenir, qui vient de sortir. C'est le numéro d'été de juillet-août, avec 100 trésors scientifiques à découvrir en France, donc de quoi se promener tout l'été et voir des lieux, que ce soit du patrimoine, de la préhistoire, des lieux de science et de nature à découvrir. Donc vraiment une très belle lecture d'été. Il y a également un trimestriel thématique, les indispensables de Sciences et Avenir, qui vient de sortir également, donc avec comme thématique les découvertes majeures de la science, donc pas mal d'histoire des sciences, et de choses très intéressantes. Et une chose qui m'intéresse au plus haut chef, puisque je me suis pas présenté, donc Philippe Pajot, le rédacteur en chef de La Recherche, et donc voici La Recherche, qui est un trimestriel qui n'est pas thématique, qui est sorti depuis le 25 juin. Et donc tous ces numéros sont en kiosque, et donc ça fait de la belle lecture pour l'été. Et donc dans ce numéro de trimestriel, il y a notamment un dossier sur le temps et l'espace, avec un article qui a été écrit par Roland Lehoucq, qui a fait le plaisir de venir. Donc un article intitulé de ce titre, Petit guide pratique du voyage vers l'infini. Donc je ne sais pas si on va aller jusqu'à l'infini, mais on va en tout cas essayer d'aller loin. Voilà. Et donc je remercie Roland Lehoucq de venir. Alors Roland, c'est tout de suite cracher le morceau. Roland, c'est un ami depuis très très longtemps. On se connaît depuis c'est un ami de 30 ans, on pourrait dire. Oui, c'est ça, c'est les amis de 30 ans. Alors après, on sait 30 pas ans, comment ça tourne. Voilà. On se connaît très bien. Je le présente plus, mais on va le présenter quand même, parce que c'est l'auteur de dizaines de livres de vulgarisation, un conférencier hors pair, prof de physique et d'astrophysique. Il a été prof à Polytechnique, à Sciences Po, et vous pourrez d'ailleurs le retrouver dès demain. Il vous racontera ça tout à l'heure à la fin, sur une conférence sur le hasard qui se tient en ce moment sur la conférence. S'appelle Time World. Time World, c'est ça, la série s'appelle Time World, c'est sur le hasard et ça se tient au CNAM en fait. Il faut aller au CNAM, c'était toute la journée d'aujourd'hui et demain encore, je crois, et peut-être sans doute samedi, et même sans doute samedi, hein, c'était le 1, le 2 et le 3 juillet. Il y a des dizaines de conférences, il y a un programme absolument stupéfiant avec des rockstars, si j'ose dire, de la diffusion des sciences et des connaissances en général. Ça va être, voilà. Et Dr Bronian parle samedi. Voilà, c'est vrai, je confirme, je l'ai vu dans le programme, il sera là. Super. Donc merci Roland de venir discuter avec nous et répondre aux questions des auditeurs. Donc je salue Floupy de Normandie, il y a JJWK76 qui nous dit bonjour de Normandie. Et donc voilà, on avance là-dessus. Et donc le thème thématique d'aujourd'hui, c'est le voyage dans l'espace, hein, essayer de voir à quel point on peut voyager dans l'espace. Alors vous savez que l'humain a été extrêmement peu loin. On explore le système solaire, la Lune, Mars, les planètes proches. Des sondes sont allées se promener jusqu'à Jupiter, Saturne et aux confins du système solaire, hein, puisque les objets les plus lointains lancés par l'homme, c'est Voyager, hein, qui est maintenant à quelques dizaines d'unités astronomiques. Donc je rappelle que l'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres, hein, c'est l'unité standard quand on parle de distance dans notre système solaire en tout cas.
Et donc l'objet le plus lointain en ce moment, c'est Voyager, qui continue et qui est en train de se balader entre notre système solaire et le système stellaire plus proche, et je crois qu'il va mettre encore pendant quelques dizaines de milliers d'années, disons qu'il voyage tranquillement. Que là, les sondes Voyager, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais il y a un site très bien fait qui s'appelle Heavens Above, Heavens-Above, Heavens Above, les cieux au-dessus de la tête, dans lequel on peut trouver tout un tas de choses sur tout un tas d'engins humains artificiels qui sont en orbite autour de la Terre ou ailleurs. Et il y a une ligne particulière sur la Station spatiale internationale, bien sûr, mais une autre ligne particulière sur les engins et qui ont quitté le système solaire, donc qui donne la distance régulièrement mise à jour, bien sûr, des sondes pionnières, voilà, super, mais sont les Heavens Above. Super, merci à Valentin en coulisses qui met ça derrière. Et on a les distances comme ça, des deux sondes pionnières 10 et 11 et des deux sondes Voyager 1 et 2. Et l'ordre de grandeur, c'est 120, pour la plus lointaine, c'est 120, quelque chose comme ça, 120 unités astronomiques, c'est-à-dire 120 fois la distance Terre-Soleil. Alors, effectivement, comme tu disais, Philippe, c'est pas mal parce que la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Alors, c'est aussi pratique de la donner des fois en unité lumière. Combien de temps la lumière met pour venir? Alors, on entend beaucoup. 153 UA, même, nous dit Dr Brognan. 153 UA, donc c'est pas mal. Alors, effectivement, c'est pas mal parce que la Terre, c'est 1, disons, dans cette unité-là, c'est 1. Alors, en unité lumière, oui, je le redis d'abord, la distance Terre-Soleil, elle est facile à retenir, c'est 500 secondes-lumière. Parce que 150 millions de kilomètres à 300 000 km par seconde, bah, ça fait 500 secondes lumière, donc à peu près 8 minutes 20. C'est la durée que la lumière met pour nous venir du Soleil. Alors, donc, si on prend Mars, c'est à peu près 1,6 UA, Jupiter doit être 5 UA, etc. Vers Pluton, on est déjà une trentaine d'unités astronomiques. Donc là, on est un peu dans les confins du système solaire, une trentaine d'unités astronomiques. Alors 150, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est franchement loin. En fait, on est même sorti d'une zone qui s'appelle l'héliosphère. L'héliosphère, c'est une zone, on va dire, où le Soleil joue un rôle important à plusieurs titres. Il joue un rôle important par la matière qu'il éjecte, le vent solaire, qui gonfle une bulle dans le milieu interstellaire. Par son champ magnétique et par son champ gravitationnel. Il a une certaine influence jusque-là. Alors l'héliosphère, ça forme plutôt cette bulle qui est gonflée. L'influence gravitationnelle du Soleil s'étend bien plus loin que cette bulle. Et cette bulle, elle est dans les 120 unités, 110, 120 unités astronomiques. Et Voyager, les sondes Voyager ont percé cette bulle d'une certaine façon et sont maintenant dans le milieu interstellaire, c'est-à-dire dans un milieu dont la composition n'est pas dominée par la composition du vent solaire. On est vraiment dans un milieu assez différent. Et c'est vrai que 150 unités astronomiques, on va dire, ouais, c'est super loin. C'est-à-dire, si la Terre, le Soleil, c'est 1 mètre, là, on est à 150 mètres. On dit, ouais, pas mal. Alors, en fait, il faut réaliser que l'étoile la plus proche, qui se trouve être Proxima du Centaure, Alpha du Centaure, est à peine plus lointaine, elles sont probablement dans le même système triple. En même unité, c'est-à-dire si la Terre et le Soleil, c'est une unité, c'est 1 mètre, et bien Proxima du Centaure, c'est 272 kilomètres. Voilà. Et là, la sonde Voyager a fait 153 mètres sur ces 272 km. Donc on voit que c'est pas mal, mais il y a encore du chemin à parcourir. Et effectivement, la vitesse terminale de Voyager doit être quelque chose comme une quinzaine de kilomètres par seconde, ce qui fait environ 3 unités astronomiques par an. Donc vous voyez, s'il y a 270 000 unités astronomiques à franchir, 250 000 unités astronomiques à franchir, bah, il faut typiquement 90 000 ans pour les franchir à la vitesse terminale actuelle des sondes Voyager, par exemple. Donc, les distances de voyage de ces sondes, elles ne visent aucune planète, aucune étoile. Elles sont parties vers l'espace infini, si j'ose dire, sans destination particulière. Justement, Almao nous dit, voilà, Almao nous dit bonjour, y a-t-il un moyen d'accélérer la vitesse d'un objet, d'une sonde, par exemple, dans l'espace? Alors, effectivement, il faut savoir que Voyager, elle est plus poussée maintenant, elle avance sur sa lancée. Et, alors, elle est même plus poussée, elle est même ralentie en permanence par la gravité du Soleil. C'est-à-dire qu'elle est toujours soumise à la gravité du Soleil, en fait, quelle que soit la distance à laquelle elle se trouve. Évidemment, plus elle est lointaine, moins la gravité du Soleil aura une influence. Elle était très sensible quand la sonde Voyager est partie de la Terre. D'abord, ce qui comptait d'abord, c'est de la gravité de la Terre. C'est s'arracher de la Terre, extraire, ça c'est un premier point. Ensuite, elle reste, tant qu'elle est dans ce qu'on appelle la sphère d'influence de la Terre, c'est-à-dire un volume autour de la Terre où c'est la gravité de la Terre qui domine par rapport à la gravité du Soleil, par exemple. Là, ça devient la gravité du Soleil qui commence à être importante. Ensuite, elle a été déviée par les planètes géantes, par Jupiter, par Saturne, par Uranus, par Neptune. Donc là, elle rentre dans les sphères d'importance, les sphères d'influence de chacune de ces planètes. Et puis ensuite, eh bien, elle s'éloigne du système solaire, mais elle est toujours, disons, tenue par la gravité du Soleil, donc ralentie par la gravité du Soleil. Mais en fait, comme elle est évanescente, cette gravité du Soleil, plus on est loin, plus elle est faible, bien sûr. Et donc, la vitesse de des sondes Voyager et Pioneer diminue, mais de plus en plus lentement. Et finalement, elle a une vitesse maintenant qui est à peu près constante, mais sensiblement constante. Et donc, il n'y a plus aucun moyen de l'accélérer. Si, il y aurait un moyen, ça serait d'avoir un moteur
du carburant, quelque chose dans la sonde, mais tout a été consommé pour les manœuvres gravitationnelles. Cette sonde n'est plus propulsée et elle est maintenant suffisamment lointaine de toute matière pour que essentiellement sa vitesse soit constante. Elle est en mouvement rectiligne uniforme à vitesse constante, un mouvement qu'on appelle inertiel. Du coup, voilà, donc ça répond à la question de Mezza57. Bonjour, est-ce possible que Voyager se rapproche du Soleil à cause de la forte attraction du Soleil? En fait, non, elle s'en éloigne. Alors non, alors ça pourrait arriver si la vitesse de la sonde Voyager n'avait pas été suffisante pour quitter le système solaire. De la même façon qu'il existe une vitesse de libération de la Terre qui est environ 11 km par seconde, il existe une vitesse de libération du système solaire qui va dépendre de l'endroit d'où on part. Si on doit partir de la surface du Soleil, il faut partir à 650 km par seconde. Là, la sonde, elle est partie un peu plus loin de la distance de la Terre, et puis elle a été réaccélérée en utilisant l'assistance gravitationnelle des planètes géantes. Elle a regagné, elle en a perdu, elle diminue, sa vitesse diminuée, elle arrive près de Jupiter, ça lui redonne un petit coup de fouet, un petit coup de fronde gravitationnel. Elle repère de la vitesse, elle arrive près de Saturne, ça lui redonne un petit coup de fronde, et puis à la fin, elle a cette vitesse terminale qui est quelque chose comme une quinzaine de kilomètres par seconde désormais, et donc elle est essentiellement, on ne peut plus faire grand-chose, elle est comme elle est, et ça n'ira pas plus vite. Voilà, elle n'ira pas plus vite, elle ne retombera pas sur le Soleil parce qu'elle a atteint la vitesse, quand elle a sa dernière assistance gravitationnelle, lui a donné une vitesse qui était suffisante pour quitter définitivement le système solaire, en dépit de l'attraction du Soleil qui ralentit un peu. Si elle n'était pas assez rapide, elle se serait éloignée, et puis elle aurait été peut-être en orbite autour du Soleil, ou elle serait retombée vers le Soleil, elle aurait fait une orbite autour du Soleil. Est-ce que de la même façon, demande Seigneur Métalleux, la sonde peut accélérer si une autre étoile l'attire? Autrement dit, bien sûr, elle peut réaccélérer si elle s'approchait. Alors, vous avez compris que c'est dans un certain temps, mais effectivement, si elle passe cette fois-ci dans la sphère d'influence gravitationnelle d'une autre étoile, eh bien, elle peut finalement tomber vers cette étoile, être attirée vers cette étoile, et ça la réaccélérera. Imaginons qu'elle vise pile poil l'étoile, qu'elle arrive pile dessus, eh bien, elle va tomber sur cette étoile avec une vitesse qui sera légèrement, parce qu'elle a déjà elle-même une vitesse de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres par seconde, donc, et elle va tomber vers cette étoile avec une vitesse terminale en frappant l'étoile qui sera en gros égale à la vitesse de libération de l'étoile. Donc elle pourrait arriver à des vitesses très importantes, mais pour finir dramatiquement dans la fournaise de l'étoile. Alors pour voyager loin, en fait, c'est quand même une question il faut s'extraire de la Terre, hein, comme tu l'as expliqué, et puis après c'est une question d'énergie transportée, parce que si on veut ne pas faire comme Voyager et simplement dériver comme ça à vitesse constante, si on veut accélérer constamment et aller loin, là il faut avoir de l'énergie et donc transporter du carburant. Alors oui, il y a deux éléments effectivement dont tu parles, Philippe, qui sont importants. C'est d'abord les distances qui nous séparent des étoiles sont considérables, donc si on veut faire, c'est les franchir en des temps raisonnables, disons humains. Alors humain, c'est déjà, mettons, une quarantaine d'années, et bien, il faut des vitesses considérables. Alors, la première chose, c'est d'atteindre ces vitesses considérables. Il faut accélérer pour atteindre ces vitesses considérables. Tu peux éventuellement la maintenir constante pendant un certain temps et puis décélérer pour arriver à ton objectif. Ça, c'est déjà une façon de voyager. Tu accélères pour atteindre cette vitesse de croisière, puis tu navigues à vitesse de croisière, puis tu décélères. Il pourrait y avoir la version dont on parlera peut-être tout à l'heure, où on accélère tout le temps. Tout le temps. Et puis à un moment donné, on s'arrête d'accélérer, puis on décélère tout le temps. Alors là, c'est le truc ultime. On n'a pas une petite phase d'accélération, une petite phase de décélération, puis une vitesse constante. On va à plein pot, puis plein pot. Ça coûte encore plus d'énergie, beaucoup plus que d'accélérer une petite fraction du temps de voyage. Alors si on se dit que, par exemple, il y a un ordre de grandeur extrêmement intéressant à avoir en tête. C'est une sorte de miracle numérique, mais qui est intéressant. Une accélération de 1G, qui est une accélération assez énorme. Hein. Déjà, les sondes Voyager, quand elles décollent, évidemment, au décollage de la Terre, c'est plusieurs G l'accélération pour s'extraire du potentiel de la Terre, mais ensuite, les accélérations sont beaucoup plus faibles, et même sont nulles, en fait, essentiellement nulles, parce qu'il n'y a plus de propulsion, c'est juste, disons, de la déviation gravitationnelle. On profite de l'énergie qu'on récupère sur Jupiter grâce à la fronde gravitationnelle que peut être Jupiter ou Saturne, ou les planètes géantes en général. Donc, 1G d'accélération. Froidement, je le calcule froidement, ça fait en gros, vous atteignez la vitesse de la lumière en une année d'accélération. Si vous êtes capable d'accélérer 1 an avec 1G, votre vitesse, je passe sur des détails relativistes, mais essentiellement, votre vitesse, elle est très proche de la vitesse de la lumière. Donc, il faut réaliser que 1G, c'est-à-dire en gros 10 mètres par seconde au carré, 9,8 mètres par seconde au carré, une autre unité pratique, c'est une année-lumière par an au carré. Voilà, c'est une unité d'accélération, une distance divisée par le carré d'une durée, une année-lumière par an au carré. Ça donne tout de suite les idées. Donc, si vous voulez arriver à 1/10 de la vitesse de la lumière, pourquoi 1/10? Parce qu'un dixième, par exemple, ça vous permet de franchir un peu plus de 4 années-lumière qui vous séparent de Proxima du Centaure en une quarantaine d'années. La durée d'accélération pour atteindre, si vous accélérez 1G, mais ça veut dire maintenir l'accélération de 1G tout le temps, c'est pas juste 2-3 minutes comme le font les fusées, c'est tout le temps, pendant combien de temps? Eh bien, il faut en gros 1/10 d'année.
pour atteindre un dixième de la lumière. Un dixième d'année, ça vous fait, vous voyez, de l'ordre d'un mois. Donc, si vous êtes capable d'accélérer à 1 G pendant un mois, ensuite, vous avez un dixième de vitesse de la lumière comme vitesse. 40 ans plus tard, vous décélérez à 1 G pendant un mois et vous arrivez en gros à alpha du Centaure. Donc, vous voyez, c'est ça l'ordre de grandeur. Il faut être capable d'accélérer à 1 G pendant un mois, décélérer à 1 G pendant un mois et vous voyagez 40, 42, 43 ans pour arriver à alpha du Centaure. Et c'est déjà un effort qui est stratosphérique au regard de ce qu'on sait faire actuellement. On accélère à quelques G, mais quelques minutes. Il faut pousser tout le temps. Il faut fournir de l'énergie. C'est-à-dire pour accélérer un G, c'est-à-dire en gros, tel qu'on le fait actuellement, on prend de la matière, on la jette. Alors, c'est des réactions chimiques qui font ça dans les moteurs chimiques actuels. Ça pourrait être des réactions nucléaires. Enfin, on pourra discuter après de la source d'énergie, mais essentiellement, de toute façon, on prend de l'énergie à la matière d'une façon ou d'une autre par une transformation. On injecte cette énergie dans les gaz qui sont éjectés à une vitesse aussi grande que possible et des quantités aussi grandes que possible, de sorte que cela donne une poussée vers l'avant et qui, si elle est maintenue assez longtemps, donne au vaisseau une vitesse assez importante. Le point, c'est que cette énergie, il faut l'avoir embarquée avec soi. Alors là, en l'occurrence, c'est les carburants, les ergols, comme on dit, dont le mélange fait une réaction chimique exothermique qui dégage de l'énergie, qui chauffe les gaz et qui les éjecte à des vitesses assez élevées de l'ordre de quelques kilomètres par seconde pour les gaz habituels. D'accord. Alors, bonsoir à Marie de 111 qui est aussi un habitué. On reviendra tout à l'heure il y a des questions sur VLG, on y reviendra. Et en fait, en point de vue du coût de l'énergie, Dr Brogniart demande combien coûte ce mois d'accélération en énergie. En fait, c'est plutôt une année si on veut, un mois si on veut atteindre 0,1C. Alors, si c'est un mois, voilà, si on veut atteindre 0,1C, c'est un mois. Bah écoute, en fait, on peut intégrer, alors évidemment, pour Dr Brogniart, je peux utiliser des groupes, on peut intégrer ça sur la durée du mois. Mais en fait, essentiellement, on peut se dire, il faut que tu fournisses au vaisseau son énergie cinétique à un dixième de la lumière. Alors, on peut faire un calcul. Ça, c'est un calcul assez intéressant. Si on prend un vaisseau dont la charge utile, c'est 1000 tonnes, je dis 1000 tonnes parce que vous allez voir pourquoi, ça donne un chiffre qui se compare bien à autre chose. 1000 tonnes de charge utile, c'est un petit vaisseau, hein, bien sûr. C'est un petit vaisseau, quand je dis petit, c'est énorme, évidemment, 1000 tonnes, mais il n'y a pas d'humain dans 1000 tonnes. Il n'y a pas les moyens d'envoyer des êtres vivants, humains en particulier, dans 1000 tonnes. C'est des robots, c'est des sondes, c'est de quoi communiquer, c'est une source et une centrale énergétique, quelle qu'elle soit, pour pouvoir fournir l'énergie à tous ces systèmes-là. Enfin voilà, c'est qu'un gros package scientifique. Par comparaison, les charges utiles, par exemple, de la sonde New Horizons, c'est 500 kg, c'est une demi-tonne. Donc 1000 tonnes, c'est une belle charge utile. Enfin, c'est bien, on va vers Alpha du Centaure et on va explorer le système d'Alpha ou de Proxima du Centaure. Donc 1000 tonnes de charge utile à un dixième de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique à fournir à cet engin, pour avoir ça, c'est en gros équivalent à l'énergie consommée par l'humanité en une année. C'est en gros 500 hexajoules. 500, 10 puissance 18 joules. Donc ça veut dire que un dixième de la lumière comme vitesse, disons, canonique, c'est pas extraordinaire, c'est pas Star Wars, on n'est pas dans Star Wars, dans Star Trek, hein, mais c'est déjà extraordinaire. Quand on compare un dixième de la lumière, c'est 30 000 km par seconde. Je disais tout à l'heure, Voyager, on va dire 15 km par seconde, donc c'est déjà 2000 fois plus rapide que la sonde Voyager. Et donc en énergie, l'énergie, elle varie comme le carré de la vitesse, ben c'est 2000 au carré, c'est 4 millions de fois plus d'énergie cinétique, hein, que les sondes Voyager, et fournie intrinsèquement que par la ressource interne, que par la machine interne de la sonde. C'est pas de l'assistance. L'assistance gravitationnelle, on pourra jouer un peu avec, mais ça sera un epsilon au regard de l'énergie qu'on va devoir fournir. Et donc voilà, 1000 tonnes de charge utile, un dixième de la lumière, l'énergie à fournir, en gros, à l'échelle du mois, c'est ce que consomme l'humanité pendant une année. Alors si on fournit cette énergie à l'échelle d'un mois au lieu de l'échelle d'une année, c'est-à-dire que la puissance du moteur, l'énergie divisée par la durée, elle est en gros 10 fois, 12 fois supérieure à la puissance de l'humanité. L'humanité, c'est en gros 15 terawatts, 15 à 15 terawatts. Donc là, c'est 300 terawatts. Donc, il faut une puissance pendant un mois. Il faut 12 fois la puissance de l'humanité, disons. Ouais. Et ça correspond à toute l'énergie que l'humanité a consommée en une année. Donc, pas très facile. Voilà, on n'est pas dans le truc extraordinaire. On est juste 1000 tonnes, voilà. C'est pas mal. On fera des choses avec 1000 tonnes là-bas. Il y aura du business, on pourra faire de la science, on pourra envoyer des images, on pourra faire des choses très intéressantes, mais il n'y aura pas d'humain, il n'y aura pas de tout ça. Et ça prend 40 à 45 ans pour y arriver. Voilà. Ça donne une idée de l'ampleur de l'effort. Alors, une question rigolote en Slad bis qui demande que se passe-t-il si on continue d'accélérer à 1 G après un an? Parce que normalement, on a atteint C. Ah oui, alors bien sûr. Alors ça, c'est une subtilité. Effectivement, là, j'ai dit froidement, 1 G, c'est la vitesse de lumière, c'est une année-lumière par an au carré. Bon, c'est la vitesse de la lumière en un an. Bon, évidemment, quand on commencera à approcher de la vitesse de la lumière, l'accélération, la vitesse va atteindre l'asymptote
sans dépasser l'asymptote de la vitesse de la lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on continue à accélérer un jet, alors quand je dis un jet, je dois aussi préciser une chose. Qui dit un jet? C'est le passager dans le vaisseau ou c'est l'observateur terrestre? Parce que, évidemment, quand on est à des vitesses relativistes, l'observation dans le vaisseau, notamment les durées de voyage, par exemple, ou l'accélération, et les observations qui sont faites par un terrien, qui regarde le vaisseau accélérer et se déplacer, les durées, par exemple, les accélérations ne sont pas les mêmes. Alors, pour un passager du vaisseau, un G, on appelle ça l'accélération propre. Donc, si le vaisseau continue à avoir une accélération propre, telle que mesurée par un accéléromètre à l'intérieur du vaisseau, pendant une année, eh bien, sa vitesse, elle va tendre asymptotiquement vers la vitesse de la lumière du point de vue du terrien. Mais du point de vue, si on revient là, on va faire un peu de relativité, là, on se lâche un peu, allez, c'est parti, on rigole plus. On va faire un peu de relativité. Parce qu'on pourrait se dire, mais comment dans le vaisseau, il connaît sa vitesse? Comment le gars dans le vaisseau, il ne voit rien à l'extérieur? Comment il fait pour connaître sa vitesse? Même question si on est dans un sous-marin. Comment on connaît sa vitesse dans un sous-marin? Un sous-marin nucléaire, ceux qui font des plongées de 3 mois. Comment ils connaissent leur vitesse? Eh bien, à un moment donné, ils savent où ils sont. Ils ont leur repère de position spatiale, un GPS subtil. Et à l'intérieur, ils ont des accéléromètres dans les 3 directions. Et ces accéléromètres, ils ont un accéléromètre et un chronomètre. Et en intégrant l'accélération sur le temps, ça donne la vitesse. En intégrant la vitesse sur le temps, ça donne la position. Ça s'appelle, Brieux 0710, une centrale inertielle. La même chose dans un vaisseau. Et donc, ce qui mesure, c'est une durée propre, le chronomètre à l'intérieur du vaisseau, et ce qui mesure, c'est une accélération propre, l'accéléromètre à l'intérieur du vaisseau. Et en intégrant l'accélération propre sur le temps propre, on se dit, j'accélère à un G, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'obtiens 2 fois, 3 fois, 10 fois la vitesse de la lumière. Quelle est cette vitesse que l'on obtient en intégrant l'accélération propre sur le temps propre? On n'obtient pas la vitesse par rapport à la Terre, on obtient une chose qu'en physique on appelle la rapidité. La rapidité, attention, dont la tangente hyperbolique est égale à la vitesse relative à la Terre. C'est ce paramètre qui s'appelle rapidité, qui est un paramètre extrêmement important en relativité restreinte, qui n'est pas la vitesse relativement à l'observateur terrestre. Cette rapidité, qui peut être aussi grande que l'on veut, c'est le paramètre, pour dire, alors, puisqu'il y a Dr Brognian, on va envoyer, c'est ce paramètre qui fait que le changement de référentiel est isomorphe à un groupe additif. Et non pas le groupe de Lorentz qui est compliqué. Allez, on s'est lâché un peu, là, on n'est pas là pour rigoler. Ça veut dire qu'on obtient cette rapidité dont la tangente hyperbolique et la vitesse relative à la Terre. Donc, on peut mesurer sa vitesse à la Terre en intégrant avec un accéléromètre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gars à l'intérieur du vaisseau, en intégrant tout ça, il se dit j'obtiens 1 fois, 2 fois, 3 fois la vitesse de la lumière. Mais il doit se dire, ah oui, mais attention, ce n'est pas ma vitesse relativement à la Terre. C'est un paramètre qui me donne une idée de ma vitesse par rapport à la Terre en prenant la tangente hyperbolique. Et du point de vue de la Terre, qu'est-ce que constate le terrien? Le vaisseau s'approche asymptotiquement de la vitesse de la lumière. Il s'en approche infiniment proche, 99,99%, 999%, et il voit donc que l'accélération du vaisseau diminue. Elle n'est pas constante, parce qu'elle se rapproche, comme on se rapproche asymptotiquement, on accélère de moins en moins. Chaque unité d'énergie qu'on fournit au vaisseau fait gagner de moins en moins de vitesse pour se rapprocher asymptotiquement de la vitesse de la lumière. Voilà ce qui se passe. Donc là, je me suis lâché un peu là, parce qu'il ne faut pas rigoler. Voilà, on va revenir à des choses plus, on va revenir sur Terre. Et alors justement, qu'est-ce qu'on ressent? Alors imaginons qu'on est accéléré jusqu'à la vitesse de la lumière, que physiologiquement, si on est à 1 G, on ne ressent rien de spécial. Si on est à 1 G, on est comme toi et moi, Philippe. Là, on est à 1 G. Donc, on est à 1 G, on subit l'accélération de la pesanteur terrestre. Alors, il y a une chose qui vient de la relativité, qui vient d'abord d'Einstein, mais en fait, bien avant ça, de constater que les objets chutent de la même façon dans les champs de pesanteur. Si je prends ma montre et ce crayon, je les lâche en même temps, ils vont tomber exactement au même rythme. Il y a l'air, bien sûr, qui changera un petit peu, qui va modifier un petit peu, mais dans le vide, ils vont tomber exactement pareil. Ce qui fait que si c'est moi ici à la place de ma montre, et si c'est ça, c'est le crayon, je vais voir le crayon en face de moi, j'aurai l'impression qu'il ne bouge pas, comme si la pesanteur avait disparu. Elle n'a pas disparu, elle a juste été effacée par ce référentiel en chute libre, référentiel particulier, en chute libre. Là, tu fais référence à Einstein, là, on est dans exactement. Et donc tout ça, pour dire quoi? J'ai déjà perdu le fil de ce que je voulais dire. Ce qu'on ressent. Sur ce qu'on ressent. Ah oui, sur ce qu'on ressent. Évidemment. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'être en apesanteur quand je suis en chute libre. Et de la même façon, il y a équivalence entre accélération
et champ de pesanteur, au moins localement. Localement dans l'espace, si je ne regarde pas trop loin, et dans le temps, si je ne regarde pas trop longtemps. Si je regarde longtemps et loin, je peux me rendre compte que je suis accéléré plutôt que dans un champ de pesanteur. Et donc, du coup, dans le vaisseau, accélérant à un G, on marchera tout naturellement. C'est comme dans Tintin. Quand les personnages dans Tintin, le voyage vers la Lune, ils marchent normalement dans la fusée lunaire parce qu'elle est accélérée à un G. Et quand les Dupont coupent le moteur atomique qui propulse la fusée, tout le monde se retrouve cul par-dessus tête en impesanteur. Ils sont à ce moment-là en mouvement inertiel sans être propulsés. Et donc, ils sont comme si la pesanteur avait disparu. Ils sont en impesanteur. En revanche, si c'était pas un G, mais c'était 2, 3, 5, 4, Ça, 5, c'est 6 moins. G. Je recommande Là, pas parce que 2G, on a l'impression d'avoir un poids 2 fois plus important que sur Terre. Si on atteint des accélérations de 10G, vous êtes réduit à l'état de purée rougeâtre au fond du vaisseau. Donc ça, c'est pas souhaitable. Donc il vaut mieux. 1G, c'est une bonne accélération pour le confort des humains. C'est une accélération qui est extrêmement coûteuse énergétiquement parlant. On pourrait espérer plutôt même un dixième de G, ça serait déjà très bien. Un dixième de G, ça veut dire la vitesse de la lumière en un an, quelque chose comme ça. Enfin, la vitesse de la lumière, une vitesse qui est très importante, qui est assez proche de la lumière en un an, si on fait notre petit calcul rapide, quoi. Alors, c'est vrai que tu parlais des durées propres qui étaient différentes si on était dans un engin accéléré et si on était sur Terre. Du coup, en temps propre, pour quelqu'un qui partirait très loin et reviendrait en étant accéléré, il y aurait des durées très différentes. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux de Langevin. C'est quelque Exactement. chose Alors, on peut dire paradoxe parce que finalement la question est mal formulée. On peut appeler ça plutôt l'expérience de pensée des jumeaux, l'expérience de Langevin. C'est effectivement l'idée que si on prend deux jumeaux, parce que ça rend l'expérience spectaculaire, on prend deux jumeaux, deux vrais jumeaux, réputés identiques à tout point de vue et notamment à l'âge, à peut-être un quart d'heure près. Avec ils n'ont pas été expulsés en même temps, hein, ces deux jumeaux. Donc il y a un petit quart d'heure d'écart, mais essentiellement ils ont le même âge. Il y en a un qui reste sur Terre, l'autre qui prend un vaisseau très rapide, il va vers Alpha du Centaure, il revient, il a pris son chronomètre, chacun a un chronomètre dans sa main, donc il mesure avec son chronomètre, chacun mesure son temps propre, le jumeau terrestre et le jumeau voyageur. Ils mesurent leur temps propre, ils les synchronisent, leurs chronomètres, ils sont identiques, hein, absolument identiques, ça pourrait être aussi leur battement cardiaque, c'est ça aussi qui va être un peu spectaculaire, c'est un mauvais chronomètre, les battements cardiaques, mais quand même. Et puis, il mesure en chronomètre en durée propre, et puis ensuite, il s'éloigne, il revient, et il revient sur Terre, et il compare les durées qui ont été mesurées par chacun des chronomètres. Et là, ils vont voir que les durées sont différentes. La durée du voyage mesurée par le jumeau voyageur va être peut-être, je ne sais pas, de 6 ans, quand la durée du voyage mesurée par le vaisseau, par le jumeau resté sur Terre sera peut-être de 8 ans. Ouais. Ça va dépendre, le rapport des deux durées va dépendre de la vitesse relative finalement entre le jumeau voyageur et le jumeau terrestre. Et ça, c'est quelque chose qui est vérifié expérimentalement et qui paraît tout à fait étonnant. Hein, évidemment, c'est plus qu'une expérience de pensée, c'est quelque chose dont on a fait des expériences avec exactement, des particules. On sait le faire. Alors, on l'a mesuré d'abord sur des particules, sur la durée de vie de particules. Il y a des particules comme les muons, par exemple, qui ont une durée de vie de 2,2 microsecondes si on les tient dans la main. Je caricature l'expérience, c'était pas fait comme ça, mais on les tient dans la main 2,2 microsecondes, et puis si elles se déplacent à des vitesses incroyables, accélérées, ou même ces muons, ils sont produits dans l'atmosphère sous l'influence des rayons cosmiques, on a vu des muons qui avaient des durées de vie qui étaient beaucoup plus longues, 10, 20 fois plus longues, parce que la vitesse qu'ils avaient, disons 90, 92, 95% de la vitesse de la lumière, leur permettait d'avoir une durée de vie apparente, nous qui les regardons passer, qui était beaucoup plus grande que les 2 microsecondes. Et on les a vus parcourir 2 microsecondes de la vitesse de la lumière, on parcourt, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 mètres par microseconde. Donc en 2 microsecondes, tu parcours à peu près, disons, 600, 650 mètres. Là, on les a vus parcourir 2 ou 3 kilomètres avant de se désintégrer. Et donc, c'était la trace qu'ils avaient une durée de vie apparente plus longue que la durée de vie réelle mesurée dans leur référentiel, celui qui est lié au muon. D'accord. Il y a quelques questions sur effectivement ce qui se passe quand on subit des grosses accélérations jusqu'à 100 G d'Hiroki. Alors là, c'est pas très bon, quoi. Il y a peut-être des gars il ne faut pas que ça dure longtemps et probablement ça vous met très mal. Parce qu'évidemment, quand on vous accélère d'un coup, l'effet d'inertie, il y a vos organes, ils le sentent après, donc ils restent sur place. Donc vous montez, vous avez une descente d'organes, si j'ose dire. Ça peut être très, 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 très fâcheux. Très fâcheux pour un humain. Donc, je ne sais pas exactement, mais il y a des humains on entraîne les astronautes à des accélérations de 1, 2, 3G, ça c'est pour qu'ils habituent leur organisme à subir ces accélérations qu'ils vont subir au décollage. 10G, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été subi par des humains et ils ont dû s'en sortir, disons, un peu embêtés. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je ne connais pas bien, mais je ne suis pas sûr qu'on ait pu résister à au-delà d'une dizaine de G. C'est une accélération considérable. Alors, donc ça veut dire que Thomas Pesquet va revenir moins vieux que nous? Exactement. Exactement. Thomas Pesquet n'est pas moins vieux que nous parce que, disons que la durée, on va dire ça autrement. Moi, je mesure le durée de voyage. Thomas Pesquet, il monte dans la fusée. Je déclenche mon chronomètre.
il fait son affaire, il revient. J'arrête mon chronomètre. Thomas Pesquet fait la même chose. Au même moment, au même instant, on décide, au moment où les moteurs s'allument, il déclenche son chronomètre, il fait son tour, il revient. On compare les chronomètres, c'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose pour deux raisons. La première, il a voyagé à des vitesses assez importantes. Il est en orbite dans l'ISS, une vitesse qui est de l'ordre de 7,7 km par seconde, donc quelque chose qui est assez important. C'est une fraction pas négligeable, pas totalement négligeable de la vitesse de la lumière. Elle n'est pas énorme, mais c'est quand même déjà assez rapide. Et deuxièmement, il est en altitude. Il y a un deuxième effet, il y a un effet gravitationnel. Il y a le fait qu'une horloge au sol va retarder par rapport à une horloge en altitude. Et ces deux effets combinés font qu'à l'altitude de l'ISS et pour la durée de son voyage, j'avais fait le calcul une fois, il va avoir un vieillissement, il va mesurer un vieillissement différentiel, on va dire, donc il va rajeunir, entre guillemets. Son voyage sera plus court, mesuré par lui que mesuré par moi, et il sera plus court de quelque chose qui est de l'ordre du 80e de seconde, qui est pas très long. Voilà, c'est une fraction de seconde. C'est vraiment un effet. Voilà, il n'est pas assez accéléré pour que. La durée différentielle, c'était celle de Leonov, le russe, là, qui est resté, je ne sais plus combien, 1 an et demi. Alors lui, c'était quasiment un 50e de seconde. C'était un truc incroyable. Donc, ça reste assez modeste avec les vitesses et les altitudes qu'on envisage. Il y avait une question tout à l'heure. Alors, c'était il y avait pourquoi rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Est-ce que finalement, c'est quelque chose alors, pourquoi rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière? Alors, d'abord, il faut réaliser une chose, c'est que l'hypothèse que la vitesse de la lumière est une vitesse invariante par chemin de référentiel, d'une certaine façon une sorte de limite, ça c'est une hypothèse qui a été faite par Einstein, mais elle a été ensuite justifiée expérimentalement. Mais on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire toute la théorie de la relativité restreinte d'Einstein est constructible sans faire aucunement référence à la lumière, uniquement avec des hypothèses très fondamentales, essentiellement l'espace est homogène et isotrope, le temps est homogène et on conserve le principe de causalité, c'est-à-dire que si dans mon référentiel, un événement est la cause d'un autre, dans tout référentiel inertiel, cet événement restera la cause de l'autre. Il se produira avant, puisqu'il est la cause, il se produira avant. Il y a des situations, on peut imaginer inverser la chronologie en relativité restreinte, mais c'est dans des situations où les deux événements dont on a inversé la chronologie ne sont pas l'un cause de l'autre. Donc, conservation du principe de causalité, espace homogène et isotrope et homogénéité du temps, ça suffit pour reconstruire entièrement la relativité restreinte d'Einstein. Et en faisant cette construction-là, on obtient spontanément, il y a un nombre qui a une quantité qui a les dimensions d'une vitesse qui apparaît, et cette vitesse, elle a des propriétés particulières. C'est une vitesse qui est la même dans tous les référentiels. C'est une vitesse indépassable. Voilà les deux propriétés de cette vitesse qui apparaît spontanément dans cette, disons, reconstruction plus générale. Et après, on peut se demander, mais quel est l'acteur physique qui a les propriétés, qui a une vitesse, qui a les propriétés de cette, appelons-la constante d'Einstein, cette quantité homogène à une vitesse et qui sort spontanément de cette construction beaucoup plus générale. Eh bien, il se trouve que la lumière a les propriétés de la constante d'Einstein. Et donc, quand on parle de vitesse de la lumière, on parle de deux choses qui sont un peu à distinguer. Un, la vitesse de la lumière comme une propriété de la lumière, comme on parle du son comme une propriété du son. Deuxième chose, il se trouve que la vitesse de la lumière a toutes les propriétés de la constante d'Einstein, qui est cette vitesse qui apparaît spontanément, qui est invariante par changement de référentiel et qui est indépassable. Si l'on trouvait, à une époque, par exemple, on a dit « Ah, les neutrinos vont plus vite que la lumière ». Pas grave, ça veut dire que les neutrinos, c'est leur vitesse qui aurait été la constante d'Einstein, c'est tout, on s'était trompé. Il se trouve qu'on s'était trompé parce que les neutrinos n'allaient pas plus vite que la lumière, si tu veux. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est qu'il existe une vitesse indépassable, il semble avec une précision absolument remarquable, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 17, ça veut dire un 100 millionième de milliardième près, il se trouve que cela semble être la vitesse de la lumière. Voilà. Mais c'est une sorte de coïncidence, on va dire, je ne dis pas coïncidence, il ne s'explique pas que ça soit ça. Mais cette vitesse est indépassable. Et c'est pour ça que les ondes gravitationnelles se déplacent à la vitesse de la lumière. Pourtant, on dit, mais sous notre gueule, on parle d'ondes gravitationnelles. Non, elles se déplacent à la vitesse qui est la constante d'Einstein. Et il se trouve que cette constante d'Einstein, c'est la vitesse de la lumière quand on le fait expérimentalement et qu'on cherche dans le réel physique qui peut bien avoir les propriétés de la constante d'Einstein. Sauf que historiquement, Einstein a construit sa relativité sur la lumière, en la fondant sur l'électromagnétisme et la lumière, mais on peut faire cette construction sans faire aucunement référence à l'électromagnétisme, et du coup, faire émerger cette constante, cette quantité invariante par champ de référentiel qui a les dimensions d'une vitesse, et de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette vitesse? Et constater expérimentalement que c'est celle de la lumière. D'où le fait que la lumière, finalement, la durée de vie d'un photon, en fait, il a son temps propre. Alors justement, c'est des questions qui n'ont pas de sens. Je vois effectivement ces questions passer. Est-ce qu'un photon a une durée de vie, n'a pas de temps, etc. Alors,
la vitesse de la lumière, pensez comme la constante d'Einstein maintenant. Hein. Donc, cette constante d'Einstein, cette vitesse particulière, elle est invariante par chemin de référentiel. Ça veut dire, elle est la même dans tous les référentiels. Ça veut dire, il n'existe pas de référentiel où la lumière est au repos. On ne peut donc pas attribuer de temps propre à la lumière. On ne peut pas lui attribuer quoi que ce soit qu'on peut attribuer à de la matière qui irait moins vite, éventuellement très proche de la vitesse de la lumière, mais toujours moins vite. Donc, dire que le photon n'a pas de temps, etc., ça n'a pas de sens. Ça signifierait qu'il existe un référentiel où le photon est au repos. Il n'y a pas de référentiel où la lumière est au repos, et plus généralement, il n'y a pas de référentiel où une particule de masse nulle est au repos. Et donc, on ne peut pas attribuer à une particule de masse nulle les attributs habituels d'une particule massive, fût-elle très petite, comme celle des neutrinos. Donc, dire que le temps propre du photon, c'est 0, dire que tout ça, ça n'a pas de sens. Ça laisse supposer qu'il existe un référentiel dans lequel le photon est au repos, ce qui est très exactement contradictoire avec le fait que la vitesse de la lumière du photon est invariante par chemin de référentiel, la même dans tous les référentiels. Elle n'est jamais nulle, on ne peut jamais l'annuler dans aucun référentiel. Elle vaut toujours 300 000 km par seconde à des fractions près dans tous les référentiels. On va repartir un peu en voyage, donc du coup, là, je vois que Almao, bonjour, demande l'humanité ne pourra jamais voyager dans une autre galaxie. On répondra à ça tout à l'heure, mais là, je voudrais repartir justement de la Terre et du voyage humain, donc en imaginant qu'effectivement, on puisse construire une fusée avec et accélérer, développer suffisamment d'énergie pendant suffisamment longtemps pour accélérer. Si on essaie de voyager loin, il y a un problème notable qui se passe dans l'espace, c'est la protection contre les radiations et contre les poussières d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est une question que j'ai vu passer tout à l'heure, c'était évoqué à propos de Voyager, mais c'est vrai pour à peu près n'importe quel vaisseau. Ouais. Effectivement, on a toujours d'abord le premier problème, c'est d'où vient l'énergie. Bon, ça c'est un point. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne le ferez pas votre vaisseau rapide, etc. Maintenant, vous savez le faire, imaginons, vous êtes un boss, vous savez le faire. Alors du coup, vous allez très vite. Très vvite, ça veut dire que vous allez des vitesses de l'ordre de 10%, 20% des vitesses de la lumière. C'est-à-dire que dans votre référentiel, il y a toute la matière qui vous entoure, elle tombe sur vous à la vitesse que vous avez par rapport à cette matière, donc 10 ou 20% des vitesses de la lumière. Et donc cette matière, les particules, mais aussi les poussières, éventuellement les cailloux, enfin les astéroïdes, ou quand je dis astéroïdes, des petits cailloux interplanétaires, ils vont tomber sur vous à ces grandes vitesses. Et l'énergie, on l'a vu tout à l'heure, l'énergie cinétique d'un caillou à un dixième de la lumière, c'est beaucoup. C'est même vraiment beaucoup. Hein, parce que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, c'est 3,18. Un dixième, c'est 3,17. Au carré, ça fait 9, 10, 14. Ça fait 10, 15 joules par kilo. 10, 15 joules par kilo, c'est beaucoup. Hein, parce que ça fait quoi, 10 puissance 15. Alors, le kilotonne de TNT, il faudrait se rappeler combien ça fait. La tonne de TNT, ça doit être 10 puissance 12 joules. Il faudrait vérifier. Ouais. Le térajoule, c'était l'explosion, on va faire autrement, un autre nombre que je me rappelle, le térajoule, quelques térajoules, c'était l'explosion de Beyrouth, la funeste explosion de Beyrouth l'année dernière. C'était un térajoule, 10 puissance 12 joules. Donc c'est 1000 explosions de 1 kg à un dixième de la lumière, c'est 1000 fois l'explosion de Beyrouth. On va dire ça comme ça, en chiffres ronds approximativement. Ouais. Donc ça rigole pas. Il faut vous protéger de ça. Vous en croisez un seul, ça peut poser des problèmes. Plus les particules. Parce que les particules, elles auront d'énergie, mais elles vont rentrer éventuellement, percer, j'ose dire, traverser la coque du vaisseau et donc rentrer. Et donc, dans le vaisseau, vous aurez l'impression d'avoir un flux de rayons cosmiques, de particules d'haute énergie. D'autres particules d'haute énergie sont émises dans les désintégrations radioactives, par exemple. C'est typiquement ça. Ces particules d'haute énergie, ça peut être ça, ces rayons cosmiques aussi. Et donc, au final, eh bien, on a plutôt envie de se protéger de ça. Donc, quand on va aller loin, il y a plein de choses dont il faut tenir compte. Il y en a une aussi, c'est se protéger de ce flux. Mais c'est vrai aussi, même sans aller vite, hein, les vaisseaux qui vont aller vers Mars, par exemple, si un jour un humain va vers Mars, ou les mêmes qui ont été sur la Lune, il valait mieux qu'il n'y ait pas une éruption solaire quand les humains étaient sur la Lune. Hein. Une éruption solaire un peu intense, elle met quelques jours à 400, 500 km par seconde pour arriver sur la Terre, donc ça lui prend un certain temps. Mais elle se produit, quelques jours plus tard, elle balaye la Terre, la Lune. Si vous êtes sur la Lune avec pas de protection atmosphérique, et pas de champ magnétique terrestre qui vous protège, vous prenez une dose létale de rayonnement avec une éruption solaire un peu intense. Hein. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut se protéger quand on sort de la magnétosphère terrestre et de l'atmosphère terrestre. Il faut se protéger des rayonnements. Déjà, Thomas Pesquet, à l'altitude où il est, il a un suivi de radioprotection. Hein. Il a un suivi de radioprotection comme les travailleurs du nucléaire, et donc il ne peut pas faire une quantité infinie, si j'ose dire, aussi grande qu'il voudrait, de vol dans l'espace, ou aussi rapproché qu'il veut, aussi long qu'il voudrait le faire. Alors comment fait-on justement? Il y a
un deux trolls qui dit il faut un champ de force qui protège le vaisseau. Est-ce que c'est un champ Oui, de alors force? quand on dit champ de force, on dit, voilà, il y a un truc, là, un peu Il y a un comme en truc devant. science-fiction. En tout cas, il faut une Alors, protection. il faut une protection. Alors, elle peut être de deux ordres. Un champ magnétique, voilà, exactement. Avec un champ magnétique, c'est une première chose. Ben, ça veut dire Ouais. champ magnétique. Qui dit champ magnétique dit électroaimant. Qui dit électroaimant dit énergie. Alors, vas-y. Tu avais déjà l'énergie pour le vaisseau, vas-y. Paye l'énergie pour cela. L'énergie, il va falloir la sortir. Bon, ça, c'est une première chose. Une autre façon, c'est de mettre un gros bouclier. On met un gros machin devant avec une coque, une épaisseur prévue à cet effet, de sorte que cela soit abrasé, c'est-à-dire éventuellement ça sera détruit, abîmé, voilà, mais voilà, ça va protéger le vaisseau pour partie. Ça, c'est notamment, je dis champ magnétique bien sûr, à condition que les particules soient ionisées. Si elles ne sont pas, si elles sont neutres, elles ne seront pas sensibles au champ magnétique. Donc, champ magnétique, c'est bien gentil, mais ça veut dire aussi gros laser à l'avant pour ioniser le milieu interstellaire devant, par exemple. Ouais. De sorte que ce milieu ionisé, donc vas-y, paye l'énergie. Voilà. Donc, il y a des moyens, on peut imaginer des moyens. Ils seront toujours coûteux d'une façon ou d'une autre, coûteux en énergie si c'est un champ magnétique et un laser, disons, qui va ioniser le milieu à l'avant du vaisseau, coûteux en masse, c'est de la masse qu'il faut pousser qui ne sert à rien d'autre qu'à vous protéger, enfin rien d'autre, c'est déjà bien utile, mais qui ne sert qu'à vous protéger. Si vous mettez de la masse à l'avant, hein, une masse inerte, épaisse, qui va absorber l'énergie, qui va dissiper l'énergie des chocs, les chocs concrets, là, soit sous forme de poussière, sous forme de choses comme ça. Les poussières, oui, on peut les ioniser un peu, on peut les échauffer un petit peu, mais elles sont massives, elles ne vont pas être très sensibles au champ magnétique, elles sont beaucoup plus massives que les particules. C'est des poussières, hein, c'est des trucs qui font des micromètres, là où les particules font des nanomètres, donc c'est tellement plus massif qu'elles seront très peu sensibles au champ magnétique. Donc là, pour les poussières, les trucs un peu gros, il faut vraiment du physique, quoi. Il faut un bouclier, quelque chose comme ça, un bouclier physique. Voilà. Alors, une petite question amusante. Un de troll dit est-ce qu'on peut prendre l'énergie que le vaisseau produit par son déplacement? Ah bon, on va prendre une partie. Oui, du coup, on se déplace moins. Ah, bah, bien sûr. Bah, imaginons qu'on ait un moteur de la mort qui tue. Oublions les détails techniques. Un gros moteur qui pousse très fort. On en prend un petit peu, bien sûr. Mais de toute façon, les gens à l'intérieur, les humains, s'il y en a, il faudra bien les faire vivre. Hein. Donc, il faudra une source d'énergie, indépendamment des problèmes de motorisation. Il faut une source d'énergie interne qui permet de faire tourner tout ce petit monde pendant 40 ans. Hein. C'est beaucoup d'énergie. Donc, oui, d'une façon ou d'une autre, il faut une source interne d'énergie au vaisseau indépendante du moteur. Parce que quand le moteur s'arrête, parce qu'on a propulsé, on a accéléré jusqu'à 1/10 de la lumière, après le moteur s'arrête, mais du coup, on n'a plus d'énergie du moteur. Donc, il faut une source interne indépendante du moteur. Mais on peut effectivement envisager de capter, au moins initialement, une fraction d'énergie du moteur pour ce genre de choses. Alors justement, ensuite, tu dis s'il y a des humains dedans, est-ce qu'il y a on a réfléchi à des tailles minimales d'équipage qu'il pourrait y avoir dans ce type de vaisseau? Ah oui, alors là, c'est des problèmes compliqués parce qu'effectivement, si on met un seul humain, bon, il risque de se tirer une balle. Si on met deux, il pourrait se taper sur la gueule, trois, etc. Bref, après, quand on est 3, 4, 5, qu'est-ce qu'ils foutent? Il faut bien s'occuper. Est-ce qu'on discute? Qui couche avec qui fait quoi? Comment on organise tout ça? Donc, je le dis très brutalement, ça pose en petit des problèmes qui se posent à l'échelle de la Terre, finalement. Comment on gère un groupe humain dans des circonstances où leur monde est fini? Le monde du vaisseau est fini et très petit. Le monde de la Terre a l'air assez grand, mais il est fini et on touche les bords. Donc ça pose les mêmes questions d'organisation à une échelle beaucoup plus petite, sous la loupe, finalement. Les mêmes questions d'organisation que de l'humanité sur Terre, qui est une manière de vaisseau dont on ne maîtrise pas la trajectoire, mais qui est une manière de vaisseau dont on touche les bords et dans lesquels il faut bien vivre entre humains sans trop se taper sur la figure. Donc là, c'est très intéressant parce que y réfléchir, c'est se poser des questions que l'on se pose, que l'on devrait se poser sur la Terre. Je vois parler de confinement, etc. Mais c'est très exactement ça. C'est très exactement ça. On se pose des questions dans un confinement extrême, là, pour le coup, et on ne peut pas ouvrir la porte pour aller chercher à bouffer. On ne peut pas ouvrir la porte parce que dehors, c'est le vide et c'est la mort assurée. Donc, c'est compliqué. Ça pose tout de suite toutes ces questions-là très directement. Donc, l'avantage, si j'ose dire, du voyage interstellaire, du point de vue de la réflexion, c'est que ça met sous la loupe, sous une loupe très fortement grossissante, toutes les problématiques de vie humaine dans des milieux confinés. La Terre, qui est un milieu confiné assez grand, mais quand même, dont on touche les bords, ça peut être une ville, ça peut être chez soi, quand on est pendant le confinement, ça peut être sur une île, ça peut être dans un sous-marin nucléaire, ça peut être sur une base antarctique, etc., dans une base lunaire, dans une base martienne. Voilà, toutes ces questions sont posées très directement. Alors se pose également la question des ressources, évidemment, les ressources en eau et en nourriture. Il n'y a pas de miracle, il faut qu'ils partent avec tout. Il n'y aura pas de refuel, hein, il faut qu'ils partent avec tout ce qu'il leur faut. La Station spatiale internationale, il y a du refuel, je veux dire, on renvoie un peu d'eau, on renvoie un peu de nourriture, on renvoie un peu de kérosène, si je veux dire, de matériaux, bref, on change les astronautes. Là, les gars, ils partent pour la durée du voyage et ils espèrent qu'en arrivant, ils trouvent les ressources nécessaires, ils savent exploiter
les ressources nécessaires pour compenser celles qui n'ont pas emmené. Donc, c'est un truc énorme, c'est énorme, énorme. Mais justement, mais on peut imaginer quand même reproduire un système autosuffisant qui... mais il faut les moyens techniques, il faut amener les machines, c'est-à-dire que là, tu emmènes les ressources pour le voyage de, disons, les 40 ans, et puis une fois que tu es là-bas, tu as les machines qui vont te permettre d'exploiter en espérant que ça marchera, qu'il n'y aura pas de panne, tu doubles les choses, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors, autre chose à laquelle il faut penser, c'est la gravité terrestre. On a bien vu Pesquet en orbite qui était en apesanteur et qui se baladait comme ça dans l'air avec... dans l'espace. Dans l'espace, voilà. Nous effectivement, on a une gravité, une pesante terrestre de 1G. Est-ce qu'on peut imaginer un voyage très très long? Si on accélère un G, on aura automatiquement... Si on est accéléré un G, d'abord tu es un roi du monde, c'est-à-dire que tu as des moyens techniques et une énergétique absolument stupéfiants. Tu disposes à toi tout seul de l'énergie que l'humanité dispose en une année juste pour toi et ton vaisseau. Enfin, toi, tes 5 potes et ton vaisseau. Donc ça, c'est déjà un truc énorme. Mais si tu es un G dans ton vaisseau, tu es super tranquille. Tant que tu accélères, mais tu n'accéléreras pas tout le temps. Donc à un moment donné, tu coupes l'accélération et hop, là tu es en apesanteur. Donc là, tu peux décider que tu peux faire une manière de pesanteur artificielle par un système en rotation, comme une sorte de roue de hamster qui tourne sur elle-même, avec, selon sa taille, tu fixes sa taille, ça donne sa vitesse de rotation, sa fréquence de rotation. Donc les deux sont liés, en fait. Le produit de la taille par le carré de la fréquence de rotation, en gros, ça donne de l'accélération que tu subis sur le pourtour. Et tu te retrouves dans une situation où sur la paroi latérale de ta cage de hamster, tu es plaqué au bord par la force centrifuge. Et donc, du coup, tu peux expérimenter une manière de gravité artificielle. C'est ce qui a été imaginé dans le roman d'Arthur C. Clarke, 2001 l'Odyssée de l'espace, qui a été... Oui, alors bien sûr. Donc, Valentin, peut-être, tu peux nous montrer... Valentin, il a une image, montrer l'image du gars qui est en train de faire sa course dans la cage de hamster. Dans la cage de hamster, justement, que décrivait Roland. Voilà, exactement. Donc là, il faut imaginer cette cage de hamster, on voit bien la courbure, courbure qui remonte vers le haut, et le gars, il fait son petit footing. En fait, il est en train de courir à l'intérieur de la paroi d'un cylindre qui est en rotation sur elle-même à la bonne fréquence pour qu'avec le rayon qu'il a, la gravité ressentie par le personnage soit suffisante. Alors, mettons 1G, peut-être elle est un petit peu inférieure. Une demi-gravité terrestre serait déjà très très bien, assez confortable et suffisant pour se maintenir en bonne santé musculaire. Là, Pesquet, dans la station spatiale, il fait tous les jours, et c'est pas une discussion, c'est une obligation, il doit faire 2 heures d'entraînement musculaire tous les jours, et en dépit de ces 2 heures quotidiennes, eh bien, il doit, quand il arrive sur Terre, on l'a vu à son premier voyage, il devait répondre au téléphone, le président l'appelle au téléphone, il a un téléphone satellitaire dans la main qui pèse 500 grammes, il a du mal à le soulever, il a du mal à tenir l'effort de 500 grammes sous la gravité terrestre, ses muscles se sont... disons, déshabitués, entre guillemets, de la gravité terrestre. Donc, il vaut mieux avoir cette gravité-là. Si le voyage dure 40 ans, c'est absolument indispensable. Le voyage qu'on imagine faire vers Mars, il va déjà durer 6 mois, si on voyage des humains. 6 mois en apesanteur, eh bien, on n'est pas très sûr que les gars, ils vont descendre, les filles qui sont là-dedans vont descendre et se poser sur Mars et marcher la gravité martienne, qui est 38% de la gravité terrestre, plus faible, donc ça aide. Mais on n'est pas très sûr que ça va... Il n'y aura personne pour les aider à se relever. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Valentin, tu peux montrer l'autre image, la couverture du livre 2001 le télespace, où on voit effectivement ce grand cylindre. Voilà, oui, exactement. On voit ça. Alors c'est grand. Alors c'est pas là, c'est sous forme plutôt c'est un élément de cylindre, c'est un bout de cylindre, c'est un tore. On va dire ça. C'est un cylindre très fin, donc on pourrait assimiler ça à un tore. Une roue de bicyclette dont les rayons sont représentés là, et à travers ces rayons, on peut aller de la base centrale, enfin du moyeu vers l'extérieur, où la rotation imprimée à l'ensemble de la station permet de créer une pesanteur artificielle. Et donc, oui, voilà, dans 2001, c'est exactement ça. Cette station, elle est très inspirée d'une station qui a été imaginée par Werner von Braun, qui est un physicien, qui est le spécialiste astronautique qui a fondé, qui a fabriqué et conçu les fusées Saturne V qui ont été sur la Lune. Et OVNI 51 demande pourquoi on ne fait pas ce genre de choses pour l'ISS. Ça a été imaginé, il y a un projet qui s'appelle Nautilus X, Nautilus 10, je ne sais pas si c'était X ou 10, mais enfin Nautilus X, disons, vous regarderez sur Internet, vous trouverez, qui a été imaginé, ça n'a jamais été construit. Il y a l'idée de mettre effectivement, accroché à la station, un nouveau module pour tester ce module en rotation, voir si ça marche. Et l'idée n'est pas de laisser les astronautes en permanence dans ce module, mais de les y faire dormir, par exemple, de sorte que pendant
les 8 heures, 7-8 heures de sommeil, ils puissent profiter d'une gravité artificielle pendant leurs 7-8 heures de sommeil et travailler ensuite le reste du temps en pesanteur, en impesanteur, en chute libre permanente. Et je vois Pantorus qui demande la taille. La taille, c'est un peu ce qu'on veut, hein, et simplement, il faut lier taille et fréquence de rotation. C'est les deux ensemble, hein, qui vont fixer la gravité artificielle. Dans le cas de la station de Von Braun, il imaginait une taille de 110 mètres de rayon et qui tournait avec une période de 3 minutes, qui faisait un tour sur elle-même en 3 minutes, et ça donnait une gravité. Lui, il ne voulait pas une gravité terrestre, il voulait un peu plus faible. En gros, la gravité martienne. Il disait que la gravité martienne, c'était plus simple à atteindre, moins rapide en rotation, avec pas besoin d'avoir d'énormes cylindres ou des énormes tors, et c'était une gravité, disons, raisonnable. Ça permettait déjà de faire des choses. Donc voilà, ça va dépendre, c'est taille et fréquence de rotation qui sont liées. Alors, on peut peut-être passer justement, Valentin, sur le vaisseau d'Avatar qu'on peut commencer maintenant qu'on a débroussaillé un peu le sujet, qu'on a commencé à décrire justement Ah non, Avatar, c'est pas celui-là. Alors, c'est pas celui-là, ça c'est la station Elysium du film Elysium. C'est aussi un store, elle ressemble pas mal, enfin beaucoup plus chic, hein, mais à la station de 2001 lycée de l'espace. C'est un tore qui est en rotation autour de son axe. Et à l'intérieur duquel, sur la paroi latérale, on voit très bien la courbure qui monte vers le haut. Ce n'est pas une courbure qui est vers le bas, si j'ose dire, c'est une courbure dans l'autre sens. Et quand on lève la tête, on voit les antipodes, quoi, finalement. Alors, Valentin, tu peux montrer Avatar, c'est Venture Star. Voilà, c'est ça. Venture Star, exactement. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait, voilà. Super. Voilà, c'est ça, le Venture Star, exactement, c'est lui. Alors, ce vaisseau, c'est un beau vaisseau, c'est-à-dire qu'il est assez bien conçu, ce vaisseau-là. Il est assez bien conçu. Parce qu'on y voit tous les éléments dont on a un peu discuté. Alors d'abord, on voit à l'avant la partie rouge et puis tous les sphères, etc. Tout ça, on comprend que c'est le bloc moteur. On va y revenir. Ensuite, à l'arrière. Alors, c'est le bloc moteur et puis ça éjecte la matière vers la partie droite de l'image. Et quand ça fait ça, ça accélère le vaisseau vers la gauche de l'image. D'accord. Bon, évidemment, ça pose le problème de comment on freine. On va y revenir. Mais pour l'instant, ça éjecte vers la partie droite de l'image et le vaisseau vers la partie gauche de l'image. Bien. Ensuite, derrière, il y a un câble qui a une forme de tour Eiffel, c'est pas sans intérêt, c'est la tour Eiffel en fait, et qui tire, et on ne va pas discuter de ça, ce sera trop long, et qui tire des morceaux. Ah, l'image a disparu, enfin, je ne la vois plus, mais en tout cas, et qui tire, voilà, la revoilà, et qui tire 2 petits blocs qui sont tout petits. Il y a un petit bloc avec un vaisseau à côté qui semble être le cargo, enfin l'endroit où on stocke le matos. Et puis derrière, un autre petit bloc avec, vous voyez, une espèce d'altère qui est derrière. On voit très bien l'altère. Alors dans la séquence vide, on voit l'altère, il tourne sur lui-même. Alors ça, on comprend. C'est un système à force centrifuge, c'est un tourniquet, plutôt que d'être une roue de hamster, c'est un tourniquet, à l'extrémité duquel, si on a la bonne rotation, la bonne vitesse de rotation connaissant la longueur, et liée à la longueur, on a une accélération artificielle, une pesanteur artificielle qui est peut-être celle de la Terre, ou peut-être celle de Pandora, puisqu'après tout, ils vont sur Pandora, qui a une gravité plus faible que celle de la Terre. Et puis à l'arrière, il y a un truc. Il y a un grand machin en forme de losange, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est réfléchissant, on dirait un miroir, comme une sorte de miroir à barbe. Les gars sont là, ils sont arrivés, il faut qu'ils se rasent. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On peut comprendre ce que c'est que ce truc à l'arrière, une fois qu'on a compris comment fonctionne ce vaisseau. Donc, on voit, il y a le bloc moteur à l'avant, les gros cylindres, les grosses sphères, excusez-moi, c'est sans doute, ça contient le carburant, quel qu'il soit, ça contient le carburant. Et puis, il y a une espèce de longue tige qui est là, et qui est, appelons ça les senseurs, le machin qui regarde devant ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un astéroïde, un machin qu'il faut éviter? Les gros blocs rouges, ce sont les radiateurs. C'est-à-dire que l'énergie qui est fournie par le carburant, appelons-le comme ça pour l'instant, cette énergie, elle va servir pour partie à propulser vers l'arrière à très grande vitesse de la matière. Donc ça va sortir par les espèces de petites pointes qui sont de droite et gauche autour de l'axe du principal du vaisseau. Et puis, il y a une partie de cette énergie qui ne va pas servir à la propulsion, qui va être dissipée en chaleur. Et si on veut évacuer de la chaleur dans l'espace, le seul moyen, c'est un radiateur. C'est pour ça que ces trucs ont l'air un peu rouges, un peu comme les radiateurs de salle de bain. Des fois, dans les salles de bain un peu fraîches, on tire sur une petite ficelle, ça allume un truc, et puis il y a une sorte de radiant qui s'éclaire comme dans les fours pour griller un grille-pain. Comme un grille-pain, c'est exactement ça. Alors là, l'idée n'est pas de griller le personnage qui est dedans, mais de d'échauffer l'atmosphère, l'air de la pièce. Et donc, c'est un peu rougeâtre, parce que la température atteinte est de l'ordre de 800 ou 900 degrés Celsius, et c'est suffisant pour faire briller la matière à l'intérieur, un fil métallique en tungstène en général, qui est échauffé et qui va donc produire le rayonnement infrarouge qui va chauffer l'air et chauffer la personne qui est dans la salle de bain. Bon, ben là, c'est pareil, sauf qu'on ne veut pas chauffer la salle de bain, on veut juste évacuer la chaleur qui, si elle n'était pas évacuée, endommagerait le vaisseau.
Donc ces gros radiateurs, ils sont très gros. Ils devraient être, en fait, on peut faire des petites estimations, beaucoup, 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 beaucoup plus gros qu'ils le sont représentés là. Mais l'idée est là. Il y a besoin d'un radiateur. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ce vaisseau, il éjecte la matière de la gauche vers la droite et il sera propulsé de la droite vers la gauche. Et le côté où les radiateurs, c'est l'avant du vaisseau. Hein, c'est le moteur à l'avant du vaisseau. C'est une traction avant, ce vaisseau, si je veux dire. Hein. C'est une traction avant. Et puis derrière lui, il tire tous les éléments, le cargo, les humains, et puis l'espèce de merdier, on ne sait pas trop ce que c'est à l'arrière. Bon. Alors maintenant, la question, ce vaisseau, il accélère, après il se met en vol de croisière pendant un certain temps, puis après il va décélérer. Mais il était comme ça, il accélérait comme ça, il accélérait. Et comment il décélère? Ben, pour décélérer, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de frein moteur, il n'y a rien. Pour décélérer, il faut qu'il utilise son moteur, mais cette fois-ci, au lieu de le diriger à l'opposé de son point d'arrivée, il doit le diriger vers son point d'arrivée, de sorte que la propulsion des moteurs contredise le mouvement et le ralentisse. C'est exactement ce que fait encore une fois Tournesol dans Tintin. Il retourne la fusée lunaire. Et donc là, il faut retourner ce vaisseau. Ce vaisseau doit être retourné. Donc il y aura une manœuvre à un moment donné où ce vaisseau devra être retourné. Bien. Alors maintenant, pensons aux humains qui sont dans la partie à l'arrière. Ces humains, initialement, le vaisseau est accéléré, ils sont en quelque sorte tirés par le moteur. Et il y a le moteur devant eux qui s'interpose devant quoi? Le flux de matière qui est le vent relatif de matière qui viendrait les frapper. Ils sont, disons, protégés par la masse du moteur. Mais quand le retournement a lieu, qui est en tête du vaisseau, qui est devant? Eh bien, ce sont les humains. Ils sont cette fois-ci freinés, si je veux dire, ralentis par le bloc moteur qui est à l'arrière et qui pousse dans le sens qui contredit le mouvement, de sorte à le décélérer. Et donc, ces humains, il faut les protéger parce qu'ils sont en première ligne devant ce flux de matière, au moins initial, où le vaisseau est encore à grande vitesse. Et donc, ce truc à l'arrière, c'est le bouclier qui protège les humains quand ce vaisseau s'est retourné. Voilà ce que c'est ce vaisseau, voilà ce qu'on peut en dire en le regardant, qui est un vaisseau qui est très bien conçu. Ce n'est pas un beau vaisseau au sens de l'esthétique de Star Trek, Star Wars, je ne sais quoi, mais c'est un beau vaisseau au sens intellectuel qui est bien conçu. Manifestement, quelqu'un a donné des billes à James Cameron pour faire ce vaisseau qui n'est pas très bien dimensionné au sens l'importance relative du bloc moteur vis-à-vis. On comprend qu'il y a un gros bloc moteur, c'est déjà ça. On comprend qu'il y a des gros radiateurs, mais les importances relatives devraient être complètement différentes pour être un peu plus réalistes. Mais au final, on a un vaisseau qui est bien conçu, voilà, qui est bien conçu. Il y a très peu de place finalement accordée aux humains et au cargo, énormément de place accordée au bloc moteur, la centrale énergétique, on a vu qu'il fallait énormément d'énergie, donc les rapports de force ne sont pas les bons, mais c'est tout à fait l'esprit qui est derrière ce vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme carburant, comme moteur, comme type Alors, on peut faire toute une enquête. Hein. J'ai d'ailleurs fait toute une enquête sur ce vaisseau que j'avais présenté une fois au Festival d'astronomie de Florence, dans le Gers, d'ailleurs, qui se déroulera cette année, j'espère, toujours au mois d'août. Hein. La semaine, ça sera du 6 au 13 août, ou quelque chose comme ça. Et j'avais présenté une enquête complète sur le Venture Star, pour l'analyse complète. On se dit, qu'est-ce qu'il y a dans les sphères qui sont là? Alors, il y a des informations qui nous sont données dans le film. La première chose, c'est l'endroit où ils vont. Ils vont vers Pandora, qui est un monde qui tourne autour d'une planète qui s'appelle Polyphème, qui est dans le système de Alpha du Centaure. Donc on a la distance, à peu près 4,3 années-lumière. Deuxième chose, on a aussi la durée du voyage. Parce qu'au début du film, on nous dit « Votre voyage a duré 5 ans, 9 mois et 22 jours ». C'est une voix off, si je veux dire, qui annonce ça aux passagers. Donc on a la durée du voyage, et on a la durée du voyage mesurée par qui? Mesurée par le chronomètre du vaisseau. C'est la seule durée qui est importante pour les voyageurs, c'est combien de temps ils ont passé dans la caisse du vaisseau. 5 ans, 9 mois et 22 jours. Avec ces deux informations, et en supposant que le vaisseau a accéléré à 1 G pendant une certaine durée, puis est resté à vitesse constante, puis a décéléré, sa vitesse a diminué à 1 G de décélération pendant une durée symétrique de la durée d'accélération, on a deux durées à déterminer, la durée d'accélération-décélération, supposée identique, et on a la durée du temps de vol à vitesse constante. Deux informations à déterminer, connaissant deux valeurs qui nous sont données, la durée totale et la distance parcourue. Deux équations à deux inconnus, c'est des équations transcendantes, c'est la merde, mais deux équations à deux inconnus, on peut résoudre et on obtient tout ce qu'on veut sur le vaisseau. Alors on obtient par exemple la vitesse qu'il a atteinte, environ 2/3 de la vitesse maximum, la vitesse de croisière, 2/3 de la vitesse de lumière. On peut estimer par exemple, si on se fait une idée de sa masse, on va se dire la masse du vaisseau, on va dire c'est 1 million de tonnes. Bon, mettons 1 million de tonnes, ça peut être un peu plus, ça sera probablement un peu plus. La masse à vide,
la masse à vide, la masse totale à vide du vaisseau. Si c'est 1 million de tonnes, alors la masse totale du vaisseau, c'est peut-être entre 5 et 6 millions de tonnes, tenant compte du carburant. Donc il faut plusieurs millions de tonnes de carburant. Et ce carburant, c'est quoi? Pour atteindre cette vitesse à 1 G dans les durées pour que ça colle, ce carburant ne peut être qu'une seule chose, de l'antimatière. Ne peut pas être de la fission, de la fusion, de sorte de la récupération d'énergie par des réactions nucléaires, mais par des réactions matière-antimatière. Donc ça veut dire que dans ce vaisseau, ils partent avec, on va dire en chiffre rond, quelque chose comme entre 2 et 3 millions de tonnes de matière, 2 et 3 millions de tonnes d'antimatière. Ils la font réagir et on peut estimer que ce vaisseau va fonctionner comme on l'attend, enfin, de façon compatible avec les valeurs et plausiblement compatible avec les valeurs qui sont annoncées dans le film. Donc, ce million de tonnes d'antimatière, on oublie. Hein, l'antimatière, ça n'existe pas à l'état naturel. Les accélérateurs de particules, depuis le début, on a dû produire quelques dizaines ou centaines de milliardièmes de grammes d'antimatière. Donc c'est un vaisseau juste inatteignable. Ah ouais. Ce que tu dis, donc, du coup, c'est que les méthodes plus classiques, avec de la fission nucléaire ou de la fusion nucléaire, des moteurs comme ça, on ne pourrait pas du tout faire ce type d'engin-là, et qu'il faudrait vraiment un nouveau type de moteur, en fait, à antimatière, mais que de toute façon, on n'a pas assez d'antimatière. Ouais, c'est-à-dire que l'antimatière, le malheur, c'est qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Ouais. Donc, il faut la produire. Donc, l'antimatière, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. C'est comme le dihydrogène. Le dihydrogène, ce n'est pas d'énergie. Le dihydrogène, c'est une molécule qui permet de stocker sous forme chimique l'énergie électrique qu'on a transformée en dihydrogène, par exemple. Et donc là, tu as de l'énergie, une forme à discuter, tu l'utilises pour fabriquer de l'antimatière, et là, cette antimatière, tu la stockes, et ça te coûte de l'énergie, parce que tu ne la mets pas dans une boîte de matière, l'antimatière. Hein, tu la mets dans une boîte qui n'est pas en matière. Donc, il faut réfléchir à la boîte, une boîte magnétique. Et ça te coûte de l'énergie, et c'est reparti pour un tour, ça te coûte encore de l'énergie pour garder l'antimatière dans la boîte. Et puis ensuite, une fois que tu as cette antimatière, tu la fais réagir, et là, tu récupères une fraction d'énergie de réaction, pas toute, une fraction d'énergie de réaction. Une partie, il faut l'évacuer en chaleur, l'autre partie, en rayonnement plutôt, enfin en lumière rayonnée, que ça s'appellerait en chaleur dans un moteur terrestre, et l'autre partie, eh bien, tu t'en sers pour la propulsion de ton vaisseau. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Voilà. Ouais, comme l'hydrogène, c'est pas si facile à faire que ça. Voilà, l'hydrogène qui est un vecteur, c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Et tu payes l'énergie d'abord. C'est-à-dire que c'est pas juste tu pars avec un sac sous ton bras, c'est mon énergie. C'est d'abord il a fallu fournir l'énergie pour produire le vecteur que tu emportes avec toi et qui te permettra de produire au fil de ton voyage. Et l'énergie à produire, hein, pour te donner une idée, on peut calculer ça dans le cas du Venture Star pour faire ce qu'on nous montre. L'énergie, elle représente 150 000 ans de consommation énergétique humaine actuelle. Le Venture Star, tel qu'il est fait, c'est 150 000 ans d'énergie. Pour la propulsion, hein, je ne discute pas tous les systèmes à bord, hein, j'oublie ça. 150 000 ans. Donc, c'est dire l'énormité de la chose. Pour répondre à Paglop, c'est là-dessus que le CERN travaille, effectivement. Le CERN, effectivement, il y a des laboratoires du CERN, des expériences. Alors, il ne travaille pas. Ils fabriquent de l'antimatière, mais pas pour la propulsion. Je rassure Paglop. Ils fabriquent des atomes d'antimatière dont on se sert ensuite pour faire des expériences pour voir si l'antimatière se comporte comme la matière. Surtout du point de vue gravitationnel, c'est ça qui est intéressant. La question qu'ils essaient de répondre, c'est est-ce que l'antimatière antigravite, entre guillemets, est-ce que l'antimatière tombe vraiment comme la matière dans un champ de pesanteur? Ça, c'est à vérifier. La relativité générale d'Einstein nous dit oui, exactement pareil. On va faire la mesure, et si on voit une petite écart, c'est très intéressant. Si on voit pareil, on dit bon, on s'y attendait. Et du coup, il a fallu faire ce qu'ils appellent usine à antimatière. Mais usine à antimatière, ça veut dire qu'ils vont produire quelques 100 000 atomes d'antimatière par heure. C'est juste complètement en dehors des clous au regard de ce qu'il faudrait faire pour en fabriquer des quantités comme celle dont nous parlions pour le Venture Star. Alors, une question d'une connaisseuse, et un moteur à plasma produit par reconnexion magnétique, laboratoire de Princeton. Oula, c'est du subtil. Oui, alors, on peut imaginer, alors, je ne suis pas suffisamment aguerri pour rentrer dans tous les détails de ce genre, ça s'appelle les Z-pinch. Donc là, on récupère de l'énergie du champ magnétique, on transfère au plasma. Il y a tout un tas de moteurs, en fait. Il y a tout un tas de motorisations possibles et d'extraction possible d'énergie, de transfert de cette énergie au plasma qu'on va éjecter à grande vitesse derrière. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sur des détails importants, mais c'est des détails techniques tant qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire, le fond du fond, c'est est-ce que tu as l'énergie pour faire ton voyage? Si tu n'as pas l'énergie, tu ne feras pas ton voyage. Et le moteur importe peu, si tu veux. D'accord? Le moteur importe peu. Donc, en gros, si on veut commencer à faire un voyage interstellaire modeste, un dixième de la lumière, les 1000 tonnes dont nous parlions tout à l'heure, il faudrait multiplier par, disons, au moins 100, mais peut-être 500 à 1000, l'énergie dont l'humanité dispose.
Donc, avoir au moins, de sorte que le budget énergétique de ce voyage dont nous parlons tout à l'heure, il représente au moins 100%, et peut-être 300 ou 400 ou 500% du budget énergétique humain actuel. Pour qu'il représente que 1%, c'est-à-dire 1% de ton budget énergétique, tu dis, allez, j'ai 1% d'énergie humaine, je la jette pour faire un voyage interstellaire. Voilà, toi, tu dis, peut-être on va faire un truc comme ça, on sera d'accord pour faire un voyage interstellaire quand ça sera cette situation-là. C'est-à-dire qu'il faut multiplier par au bas mot, à facteur 100, l'énergie dont dispose l'humanité. À rappeler que depuis la machine à bras, les machines animales qui tiraient les bœufs, enfin les bœufs qui tiraient les charrues, un peu avant l'ère pré-industrielle, quoi, disons 1800, jusqu'à maintenant, on a multiplié par un petit facteur 50 l'énergie dont dispose l'humanité. Donc là, il faut faire en gros 10 fois l'effort qu'a fait la révolution industrielle pour commencer à faire un voyage interstellaire, c'est 10 fois l'effort. Sachant qu'on a pioché dans une énergie de stock, essentiellement le charbon, le pétrole et le gaz, qui était assez largement disponible et qui est en voie de raréfaction. Donc je ne parierai pas sur le fait que l'humanité va d'abord être capable de continuer à tourner au rythme où elle tourne actuellement, en se séparant complètement des énergies fossiles, ce qu'elle fera de toute façon parce qu'elles vont venir par s'épuiser. Quant à augmenter encore la disponibilité énergétique de l'humanité sans énergie de stock, sans énergie fossile, bon, c'est discutable. Donc je ne parle même pas de la multiplier par un facteur 100, disons, même juste 100. Donc on voit que notre voyage interstellaire, il va être bloqué par la disponibilité d'énergie que nous avons sous la main, bien avant les difficultés techniques, que ce soit reconnaissance magnétique, antimatière, fission, fusion, tout ça. Évidemment, c'est un problème en soi qui n'est pas du tout trivial, mais qui est un problème ancillaire au regard du problème fondamental, c'est est-ce que tu as l'énergie? Tu n'as pas l'énergie. C'est même pas la question qu'il y a eu tout à l'heure. On n'arrivera pas à sortir de la galaxie ou même aller dans les étoiles proches avant la sortie d'Interstellar 2. C'était une question qui avait été... C'est bien possible. Je crois qu'on voilà. aura du mal. Petite question. Si l'antimatière antigravite, quelles seraient les conséquences? Est-ce que ça aurait des conséquences alors, énorme. Ça veut dire que juste la théorie de la relativité générale ne prévoit pas du tout ça. La théorie de la relativité générale, elle dit que l'antimatière, c'est comme la matière, c'est de la masse et que ça doit tomber pareil. Et donc, du coup, ça veut dire que la relativité générale n'est plus fonctionnelle. Ça la tue. Et donc, il faut une théorie plus large. Donc, alors, antigravite, ce sera un cas spectaculaire. La question, elle est posée de façon comme ça, de façon un peu provocante. Simplement, il faut être conscient qu'elle ne tombe pas exactement comme la matière, à 10-6 près. Pour l'instant, l'expérience microscope a vérifié que que différents atomes, si je veux dire, alors ce n'était pas au niveau de l'atome, c'était un bloc de platine et un bloc de cuivre, tombaient de la même façon à 10 puissance moins 15 près. Donc on sait que les choses de matière habituelle, la matière ordinaire, tombent de la même façon dans les champs de pesanteur avec une précision relative de 10 puissance moins 15, un millionième de milliardième. C'est extraordinairement proche. Alors, on continue à tester. Il suffirait que la matière et l'antimatière tombent un peu différemment à 10-12 ou même 10-15. Ah, ça serait déjà extraordinaire. Donc on est loin de... Ça part dans l'autre sens, on est bien d'accord. C'était une exagération provocante pour montrer la questionnement qui était derrière ça, pour tester la chute de l'antimatière. Alors, si c'est une question d'énergie, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser quelque chose qui a beaucoup plus d'énergie que la Terre, comme le Soleil, par exemple? Ah oui, mais là, il faudrait maîtriser le Soleil complet. Voilà. Et là, ou alors, il y a une question sur la voile solaire. Est-ce qu'on peut utiliser justement Alors, la voile solaire, c'est sympa, mais simplement, ça donne des accélérations très, très, très faibles. Il faut imaginer que la pression du rayonnement solaire sur une voile de 1 km² à la distance de la Terre, c'est l'équivalent du poids de 1 kg. C'est 10 newtons par km². Donc, ça donne une accélération qui se compte en millièmes de G. Extraordinairement faible. Mais une accélération non nulle, pendant assez longtemps, ça a des effets. Simplement, quand on s'éloigne du Soleil, le flux diminue. Et donc, peut-être on pourrait faire des manœuvres dans le système Terre-Lune. Peut-être on pourrait aider un peu pour des manœuvres vers Jupiter ou vers Vénus ou vers Mars. Ça pourrait aider un peu, mais ça ne résoudra pas notre problème de voyage interstellaire, par exemple. Pour ça, il faudrait imaginer des voiles éclairées par des lasers. Donc cette fois-ci, on n'emporte pas le carburant, c'est ça le grand avantage de la voile solaire, elle se nourrit de la lumière qui l'éclaire, encore faut-il que cette lumière arrive. Et donc, si on éclaire d'une voile par un laser très puissant, eh bien, si on l'éclaire assez longtemps, mais vous imaginez la voile quand elle est à 1 année-lumière, il faut la viser. Elle n'est pas grosse, la voile à 1 année-lumière. Il faut bien la viser et continuer à la viser tout le temps. Et après, comment vous freinez? Je laisse ce problème à votre sagacité. Ça a été résolu, il y a des solutions. Mais comment on freine? On l'éclaire par derrière, la voile elle est poussée, mais et comment on éclaire par devant pour la freiner? On ne peut pas. Donc comment on fait? Et alors comment on fait? Alors comment on fait? La voile elle est en 2 morceaux. Elle a un morceau interne, un morceau externe, et il y a le morceau qui se sépare
Et comme le morceau externe est plus grand, la poussée est plus grande, et donc il va doubler le morceau externe, et on se démerde ensuite pour changer son rayon de courbure pour qu'il focalise la lumière qui l'éclaire vers le morceau interne. Enfin, je te dis pas, c'est de l'optique, c'est de l'optique sur 1 année, 2 années, 3 années-lumière de distance. Donc c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est envisageable. Enfin, c'est comment dire, pensable, mais c'est pas facile du tout. Il y a le projet Breakthrough Starshot, c'est ça. Voilà, question de SWAT, que la faisabilité du projet Breakthrough Starshot, où là, du coup, on prend les lasers sont sur la Terre, sur Breakthrough Starshot. Exactement. Alors, Breakthrough Starshot, c'est pas mal d'enfumage et des choses plausibles. Et ça mélange suffisamment habilement l'enfumage et les choses plausibles pour que ça fasse un truc très. On a envie d'en savoir plus. Les choses plausibles, c'est finalement pousser des voiles par laser. Et pousser des petites voiles de quelques mètres carrés avec une charge utile de quelques grammes et des lasers de dizaines, une centaine de gigawatts, et des lasers en continu d'une dizaine, d'une centaine de gigawatts, pourquoi pas? On peut atteindre tout à fait 10% de la lumière en quelques heures d'accélération de ces toutes petites voiles. Donc, du point de vue physique, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, il faudrait le faire. Ce n'est pas si simple, parce que si on les tire de la Terre, l'atmosphère de la Terre va défocaliser le laser, il faut les garder pointés. Enfin, ce n'est pas si simple. Et puis, il ne faut pas être dans le faisceau. Si tu passes dans un faisceau de 100 gigawatts de lumière, il faut que les piafs fassent attention. Bon, il faut faire un tout petit peu attention, mais disons qu'essentiellement, c'est jouable. Après, l'enfumage, c'est explorer la sonde, elle est poussée, elle ne s'arrêtera pas. Elle sera à 1 dixième de la lumière, elle va traverser au mieux. Si elle vise Alpha du Centaure à 10% de la lumière, je ne te dis pas, elle fera 0 photo, elle fait 4 grammes. Il faut arrêter de se la jouer. Je veux dire, 4 grammes, il y aura 0 charge utile intéressante. C'est bien gentil de mettre un petit appareil photo comme on a dans un téléphone portable dans les 4 grammes, on doit pouvoir y arriver, mais comment on renvoie l'information qu'on a fait une photo? On s'en fout d'être allé là-bas si on ne sait pas qu'on est arrivé. Donc, il faut que ça retourne. Donc, il faut un système de télécommunication. Il faut l'énergie pour les télécommunications à 4 années-lumière, pas à des distances lamentables. Donc, c'est des trucs absolument déments. Tu ne t'envoies pas juste 4 grammes de charge utile en te disant je vais faire des photos d'Alpha du Centaure. Et puis, tu vises Alpha du Centaure, mais Alpha du Centaure, ça bouge, le Soleil, ça bouge. Comment je manœuvre? Quand on va vers la Lune, on manœuvrait. On ne vise pas la Lune, on vise un peu à côté pour que quand on arrive, la Lune soit là, si j'ose dire. Enfin, je caricature un peu, mais c'est pas l'idée. Donc, c'est juste une plaisanterie. Il n'y a pas de navigation, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout, quoi. C'est juste, on va tester qu'on sait envoyer un objet à 10% de la lumière, un objet macroscopique, quelques grammes, à 10% de la lumière par des lasers. Ça, on saura le faire, mais en aucun cas, on fera du voyage interstellaire avec ça, où on saura la réponse, où ça arrivera là-bas. D'abord, on sait que c'est arrivé, et ensuite, que ça envoie une vague information, ne serait-ce que je suis bien arrivé, et je ne parle même pas de faire une photographie. Alors, avant de passer à des choses un peu plus science-fiction qui m'amuseront, il y a eu des questions tout à l'heure sur la métrique d'Alcubierre. On y reviendra si on a le temps. On a du temps, parce que là, je vois on est dans les choses pensables, mais d'Alcubierre, pour répondre en 2 mots, dans les choses pensables, mais qui sont encore au-delà, encore bien au-delà de ce qu'on saurait faire avec juste Avatar, qui est un vaisseau plausible, qui est techniquement Avatar, il est juste, on comprend tout ce qu'il faut faire. Justement, je voulais montrer le vaisseau dans The Expanse, le Navu Valentin, si tu pouvais nous montrer ce vaisseau qui était aussi un vaisseau interstellaire. Ils ont fait des vaisseaux interstellaires et interplanétaires. Le Navu dans The Expanse, c'est un vaisseau qui est un peu différent parce qu'il est énorme. C'est un énorme vaisseau, mais très lent. En fait, c'est un vaisseau très lent. Donc, il décide que tant pis, on ne va pas à la vitesse de la lumière, si je veux dire, même pas à 10% de la vitesse de la lumière. On va, j'en sais rien, moi, 100 km par seconde, ce qui serait déjà pas mal. C'est un gros vaisseau. Et il y a un gros système en rotation, un cylindre en rotation. Là, c'est plus un torse, c'est carrément un cylindre en rotation. Ça évoque des stations orbitales qu'on appelle les stations de Gérard O'Neill, qui a inventé ça, proposé ça dans les années 75. C'est pour faire du 1G, la rotation, c'est pour faire le 1G. C'est pour faire le 1G, pour faire la gravité artificielle à l'intérieur. Parce que là, du coup, les gars, ils disent, bon, ok, d'accord, on a compris l'idée, on n'arrivera pas à 10% de la lumière, on va aller à, je ne sais pas moi, 1000 fois moins que la lumière. Et donc, pour atteindre Alpha du Centaure, on va mettre, il y a 4 années-lumière, on va mettre 4000 ans, peut-être, ou on va des siècles, et peut-être un millénaire. On va aller vraiment lentement. Et donc, du coup, ils s'organisent pour vivre, pour établir une colonie humaine. Donc, en fait, c'est une sorte de colonie orbitale propulsée, au lieu d'être en orbite dans le système solaire, autour du Soleil, ou autour de la Terre, ou autour de Jupiter. C'est une colonie orbitale propulsée qui s'en va et qui, du coup, mettra 3, 4, 5 siècles pour arriver vers son objectif. Et du coup, les humains vont se remplacer. Ceux qui partent seront morts et ce sera leurs arrière petits-enfants. On appelle ça des vaisseaux génération en science-fiction. Papillon les étoiles, qui est un très mauvais livre, mais le Papillon les étoiles, c'est ça.
C'est très mauvais livre parce que c'est tellement nul du point de vue des sciences. C'est-à-dire, il n'a vraiment pas fait d'effort Weber sur ce coup-là. Il a bossé sur les fourmis, mais celui-là, il n'a vraiment pas bossé, quoi. Bon. Et donc, du coup, les vaisseaux génération, il y en a des bien meilleurs qui sont faits dans Pierre Bordage, par exemple. D'accord. Et donc c'est plausible du point de vue effectivement de l'accélération. Et là pour le moteur, pour le coup, qu'est-ce qui est imaginé comme Alors là, du coup, on peut se mettre un moteur à fusion. Alors il faut amener le matériel, hein, il faut faire de la fusion thermonucléaire. Tu peux ramasser un peu l'hydrogène dans le milieu interstellaire, tu peux bricoler un petit peu, tu pars avec de quoi démarrer. Et il y a une grosse partie du vaisseau qui sera les ressources pour faire tourner les humains qui sont dedans pendant des siècles. Hein, attention, là on parle d'humains pendant des siècles, donc il faut faire un écosystème qui se débrouille. Il faut faire, c'est compliqué, quoi. Ça veut dire là, pareil, il n'y aura pas de refuel, hein, donc il faut se débrouiller avec tout ça. Donc du coup, les vaisseaux, les moteurs peuvent avoir une puissance raisonnable, enfin au sens 10 terawatts, 15, 20, 30 terawatts, comme en gros la puissance de l'humanité actuelle, mais uniquement pour propulser le vaisseau. Donc, il aura une accélération un peu minable, accéléré, ça va être assez lent, mais au final, il va finir par avoir une vitesse qui sera raisonnable, un 20e, un 30e de la vitesse de la lumière. Il atteindra ces étoiles lointaines en l'ordre du siècle. Il faut qu'il pense à décélérer, donc il faut qu'il se retourne, etc. Mais voilà. Donc là, le problème technique, c'est pas tant le vaisseau lui-même, qui est un projet énorme qu'on n'est pas capable de mettre en pratique, bien sûr, mais c'est aussi le problème technique, ce sera plutôt un problème humain. Comment on organise les humains? C'est une petite, on a parlé, c'est une Terre en miniature, mais vraiment miniature, ce vaisseau-là. Et avec quelques milliers d'humains peut-être. Mais il ne peut pas y en avoir 2000, hein, donc il faut limiter la population. On ne peut pas supporter qu'il y ait 2000 humains. Le vaisseau il est taillé pour faire tourner peut-être 1000 humains dedans. Donc, qui fait des enfants, etc. Ça pose toutes ces questions-là de génisme, de population. Elles sont très crûment mises sous la loupe dans un vaisseau comme celui-ci. Hein, très crûment mises sous la loupe, parce que là, le monde, il est manifestement fini. On en fait le tour en 10 minutes à pied, quoi. Donc, voilà. Donc là, ça repose toutes ces questions, ces vaisseaux génération. Et la science-fiction en a fait son miel et a mis tout un tas de situations délirantes et extraordinaires en scène dans ce genre de vaisseau. Dont de livres de Pierre Bordage, du coup. Oui, Pierre Bordage, c'est un peu mieux de ce point de vue-là, la description. Pierre Bordage. Voilà. Et alors là, on passe un peu dans la science-fiction. On parlait tout à l'heure de la métrique d'Alcubierre. Donc là, c'est des gens, c'est des théoriciens qui imaginent une manière de modifier l'espace-temps pour pouvoir voyager plus vite. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Oui, alors là, l'idée est la différente. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de se dire, en fait, finalement, depuis tout à l'heure, on se dit, pour aller d'un point à un autre très lointain, si on allait en un temps raisonnable, il faut aller très vite. Parce que la durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse, quoi, en gros. Donc, la distance, elle vaut beaucoup. Donc, il faut une vitesse très grande si on veut que la durée ne soit pas trop ridicule. Bon, ça, c'est un point. Alors, on pourrait se dire, ah oui, mais attends, pourquoi augmenter la vitesse? Vous pourrez diminuer la distance. Alors, toi, tu réponds, tu te fous de ma gueule, je vais aller de Paris à Marseille, moi, je ne veux pas aller de Paris à Lyon. C'est sûr, je suis de Paris à Lyon, j'irai en moins de temps que d'aller de Paris à Marseille. Non, mais l'idée, c'est, cette fois-ci, utiliser une propriété qui est intrinsèque à l'espace, qui est due à la matière qu'il contient, et qui est issue de la relativité générale. L'espace est déformable par son contenu de masse et d'énergie. Et cette déformation permet de modifier éventuellement les distances, de modifier ce qu'on appelle la métrique, littéralement. Et donc, du coup, en gros, tu es ici, tu prends le point qui est là-bas, tu t'accroches, tu le tires vers toi, tu fais un pas et tu lâches le point. Enfin, je caricature un peu, bien sûr, hein, mais c'est ça l'idée. C'est de rétrécir l'espace entre toi et ton objectif, de sorte qu'en se déplaçant à vitesse raisonnable dans cet espace rétréci, puis après en relâchant tout, tu es arrivé quand même. Donc, tu as diminué la distance plutôt qu'augmenter la vitesse. C'est un peu ça le trade-off qui est fait. Ce n'est pas si facile à faire en pratique, hein, évidemment, parce que contracter l'espace, pour le contracter significativement, ça veut dire manipuler des quantités de matière importantes dans des volumes petits. Et pas tout à fait dans des volumes, ça ne serait pas de la matière dense, ce n'est pas que de la matière dense, disons c'est de la matière qu'on va appeler compacte. C'est beaucoup de matière dans un rayon suffisamment petit. En gros, il faut manipuler les trous noirs, quoi, voilà. Si tu commences à bricoler avec des trous noirs, tu peux commencer à faire des choses. Et ce n'est pas suffisant. Alors, ça, c'est que tu as montré Alcubierre avec sa fameuse métrique d'Alcubierre. Il y aura encore des choses à dire, Valentin, tu peux montrer l'image, le métrique d'Alcubierre qui permet, ça visualise un peu les déformations spatio-temporelles, ça donne une idée. Le vaisseau, c'est l'intérieur. Le vaisseau est à l'intérieur. L'extérieur, loin, il n'est pas modifié. Puis il y a cette espèce de zone où l'espace est courbé. Ces variations, ça veut montrer la courbure de l'espace. Donc, il faut contracter à l'avant. En fait, à l'avant, on crée une espèce de creux à l'avant. Donc, un puits gravitationnel avec mettons un trou noir, mais disons ça comme ça pour l'instant, et on tombe dedans. Donc, on creuse un trou et on tombe dedans en permanence. Mais ce n'est pas suffisant. Pour des raisons, des raisons théoriques, disons, sur lesquelles je ne rentre pas, il faut à la fois dilater l'espace derrière. Donc, il faut creuser un antitrou derrière. Alors, quand je dis un antitrou, ce n'est pas de l'antimatière. Ça veut dire un truc qui antigravite, là, littéralement, qui antigravite.
Donc l'équivalent d'un trou noir antigravitationnel, un truc dont l'énergie de masse est négative. Ça commence à être compliqué. Déjà, il faut manipuler les trous noirs, les poser un peu où on veut. Pas des gros, hein, des trous noirs dans la masse de la Terre, hein, ça suffit. Le trou noir masse de la Terre, ça fait 9 mm de diamètre. Bon, il faut les manipuler, c'est la masse de la Terre quand même. Hein. Tu les prends, tu fais des plans avec, et puis ensuite, derrière, tu fais la même chose avec des trous noirs dont l'énergie de masse, enfin, une matière exotique dont l'énergie de masse est négative, qu'on ne connaît pas. Ça n'existe pas, on n'a pas vu la queue de l'ombre du début de la trace dans l'univers. Ça n'existe pas qu'on sache. Et donc, du coup, ça commence à être compliqué. Voilà. Et puis, il y a un problème intrinsèque autour d'un d'Alcubierre. On peut montrer que si tu es au centre du trou noir d'Alcubierre, imaginons qu'il soit créé, donc tu te déplaces. Une fois qu'il est créé par la magie des dieux, tu te déplaces, c'est génial. Maintenant, tu veux l'arrêter. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un signal vers l'extérieur. Il y a la machine à l'extérieur qui fait ce qu'elle a à faire. Tu envoies un signal vers la machine pour l'arrêter. Tu l'envoies avec ce que tu veux, la particule, même de la lumière. Et puis on peut montrer que la durée que met le signal pour partir du centre au bord, elle tend vers l'infini. Autrement dit, il faut un temps infini pour arrêter la machine. Une fois que tu es dedans, si la machine elle est créée par un coup de baguette magique et tu es dedans, c'est bon, mais tu ne peux jamais t'arrêter. Ça, c'est la méthode d'Alcubierre. Alors après, il y a des gens qui ont bricolé autour de ça. Alcubierre, c'est le premier à avoir posé les choses proprement. Enfin, proprement, en étant, disons, cohérent complètement avec la relativité générale. C'est-à-dire que c'est une métrique qui est compatible avec la relativité générale. On peut construire le plan, c'est ça la relativité générale. On peut, donnant la distribution de masse, trouver le champ de gravité, la déformation, mais donnant la déformation, trouver la distribution de masse énergie qu'il faut. C'est ce qu'on fait dans les trous de verre, qui sont aussi compatibles avec la relativité générale, qui sont aussi une manière de raccourcir dans l'espace-temps. C'est ce qu'a fait Alcubierre avec sa métrique. D'autres, derrière, ont réfléchi à ça. Il y a tout un tas de discussions qui ont été faites sur ça. Bon, on est dans un monde où on est encore une fois en train de jouer avec la physique qui marche, au sens de la relativité générale d'Einstein, ça marche même bien. Mais on est dans un monde où on est très au-delà de ce que nous savons faire. De ce que nous savons faire. Brucy demande, en étant optimiste, on connaît que 1% de la physique, alors tout est possible. Moi, je oui, non, mais bien sûr, on peut dire, oui, tout est possible, mais enfin, c'est pas parce que tout est possible que tout est réalisable. Hein. Donc, d'abord, et puis ensuite, tout est possible, oui, mais c'est bien gentil de se le dire, mais encore une fois, il faut après le faire en vrai, quoi. Et c'est sûr qu'on peut imaginer les trous noirs avant de les inventer, puis ça existe, puis après, on peut imaginer les trous de verre, mais ça ne veut pas dire que ça existe dans le réel. Hein. Les trous noirs, quand on les a imaginés avec la théorie d'Einstein, c'était un objet scandaleux. Einstein pensait que sa relativité générale était fausse parce qu'elle contenait intrinsèquement des objets qui lui paraissaient scandaleux. Et donc, on pensait que sa théorie, elle était sûrement améliorable parce qu'elle avait ces objets un peu scandaleux qui semblaient émerger. Et du coup, quand on les a découverts dans le réel, on était content, c'était finalement une prédiction, ça passe bien, ça renforce la confiance dans la théorie, mais c'est pas parce que les trous de verre sont compatibles avec la théorie d'Einstein qu'ils existent. Et donc, voilà, il connaît qu'un pour cent de la physique, on ne sait pas. Ça veut dire qu'on a une idée de ce que c'est les bornes. Ce qu'on sait, on sait des choses, et on sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais on ne sait pas tellement leur volume, et on ne sait pas comment y arriver, on ne sait pas, enfin, voilà, ça s'appelle la recherche scientifique. Donc, voilà, on peut bosser, Bruce, on peut espérer le mieux, et pour l'instant, bon, on en est où on en est, quoi. Alors justement, on continue un tout petit peu avec la science-fiction et avec l'énergie, et avec les trous noirs et l'énergie dont on a parlé abondamment là, c'est avec la sphère de Dyson. Tu disais que le gros problème, c'était de pouvoir récupérer de l'énergie. Les sphères de Dyson, c'est pour une civilisation interplanétaire, enfin au sens qui essaie de se structurer dans son système solaire avant d'envisager un voyage interstellaire qui se dit bon bah c'est bon, je suis sorti de la Terre, j'ai commencé à bricoler un peu dans les astéroïdes, etc. Et maintenant je vais essayer de récupérer l'énergie de toute mon étoile, parce que là c'est fini de rigoler, la fusion, fission, tout ça c'est bien gentil, mais il n'y en a pas assez. Je récupère toute l'énergie de mon étoile. Donc comment faire? Il suffit de l'enfermer dans une sphère. Et que cette sphère englobe complètement. Alors, tu imagines les dimensions de la sphère. Hein, c'est une sphère qui fait. Tu ne peux pas trop embêter tes planètes non plus. Donc, tu fais une sphère qui fait, je ne sais pas, 10 ou 20 unités atomiques de rayon. Bon, bref, c'est un truc énorme. Et puis, cette sphère, elle va entièrement absorber la lumière de l'étoile que tu vas réutiliser dans une machine qui est incluse dans la sphère et qui va transformer cette énergie en ce que tu veux, utiliser pour tes propres projets. Donc, c'est pas facile à faire une sphère de Dyson. Hein. C'est pas facile à faire non plus. Parce que, par exemple, Freeman Dyson, qui avait imaginé ça dans les années 60, à peu près, je pense dans les années 60, il avait dit il y a qu'à désosser Jupiter. Donc, tu prends toute la masse de Jupiter et tu peux faire une sphère de Dyson qui englobe complètement le Soleil sur une rayon de quelques unités astronomiques avec une épaisseur d'ordre du mètre, quoi. Mais il faut désosser Jupiter. Voilà, c'est-à-dire il faut entièrement récupérer la matière de Jupiter, en faire un truc solide qui sont d'une matière qui tient, et vas-y. Ouais. Et il y a des problèmes de stabilité dynamique qui se posent. Enfin bon, ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Récupérer l'intégralité. Une fraction, on peut imaginer des très grands panneaux solaires, mais des très grands, ça veut dire des millions ou des milliards de kilomètres carrés. Mais encore pareil, la matière de ces panneaux, il faudra les construire de quelque part, et l'énergie pour régler les panneaux, il faudra la tirer de quelque part. C'est toujours le problème, hein.
où est la matière et l'énergie pour avoir accès à la matière et l'énergie? C'est ce qu'on a sur Terre actuellement. Où est l'énergie pour avoir l'énergie? Où est l'énergie pour avoir des éoliennes? Pour l'instant, c'est du pétrole. Où est la matière pour avoir des éoliennes? Pour l'instant, c'est du fer ou de l'acier, qui est transformé par des systèmes essentiellement fondés sur le pétrole, enfin sur les fossiles, et qui est extrait de mines essentiellement par des fossiles. Donc, où est l'énergie pour avoir l'énergie? Où est la grue pour construire la grue? C'est toujours le même problème. Il faut qu'à un moment donné, ça démarre. Et donc, et si ces énergies fossiles sur lesquelles nous reposons à 80% de l'énergie dont nous disposons sur Terre, c'est des énergies fossiles, sont en voie d'extinction annoncée, parce qu'elles sont des stocks, et à un moment donné, le stock s'épuisera. Eh bien, où est l'énergie pour avoir accès à l'énergie? La question se posera très, très, très clairement. Très, très clairement. Et ce n'est pas si sûr que des éoliennes permettent d'avoir accès à de nouvelles éoliennes. Ce n'est pas si évident que ça sera rentable au point de vue énergétique. Hein. Le problème de la rentabilité financière, je l'oublie complètement, dans un premier temps. Ben, ce n'est pas évident. C'est la notion de ce qu'on appelle taux de retour énergétique. Pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous là-dessus. C'est intéressant. EROI. Energy Return on Energy Invested. Combien je paye d'énergie pour avoir accès à une unité d'énergie? Pas évident. Et c'est pas évident du tout. Ouais. Là, on arrive vers la fin de notre discussion, et donc la colonisation de la galaxie, c'est pas pour demain la veille. On n'est pas prêt de. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Du coup, d'où le paradoxe de Fermi qui finalement se résout. Alors peut-être c'est une réponse. Alors le paradoxe de Fermi qui disait où sont-ils, où sont ces extraterrestres, etc. Ils auraient dû venir, etc. On les aurait dû les voir parce que le paradoxe de Fermi, il vient du fait que Fermi se dit mais si je sais voyager même à un dixième, même à un centième de la vitesse de la lumière entre les étoiles, même une seule fois, juste les humains font une fois un voyage et les humains qui arrivent, ils font un autre voyage, etc. Eh bien, tu te dis que lors de 100 millions d'années, tu peux visiter l'essentiel de la Voie lactée, des planètes de la Voie lactée. Et 100 millions d'années, tu dis c'est énorme, mais en même temps, 100 millions d'années, c'est beaucoup plus jeune que la Voie lactée. Notre Voie lactée, elle a 10 milliards d'années. Le Soleil fait un tour de la Voie lactée en 250 millions d'années. Ouais. Donc 100 millions d'années, ça a l'air très court finalement comme durée. Au regard de ces durées cosmologiques, c'est très long par rapport à l'existence de l'humanité sur Terre, hein, à peu près, disons, 4 millions d'années en chiffre rond, les premiers humains, proto-humains. Et donc, du coup, pourquoi ils sont où? Pourquoi ils ne sont pas là? Donc, bon, peut-être que ce paradoxe n'en est pas un, et puis il y a aussi des réponses. Une des réponses, c'est il n'y a pas les moyens, quoi. Une planète ne suffit pas. Une planète toute seule ne suffit pas, et c'est pas facile d'en sortir pour après éventuellement exploiter un système solaire entier. Une planète toute seule ne suffit pas pour faire perdurer une civilisation suffisamment durablement avant qu'elle ne s'autodétruise ou avant qu'elle ne soit capable de faire un voyage interstellaire. Il n'y a pas assez de matière et d'énergie sur une planète pour pouvoir faire un voyage interstellaire. Peut-être c'est ça la réponse. Bon, alors c'est une conclusion parfaite. On va méditer là-dessus. Méditer là-dessus, et puis il ne faut pas s'en désespérer. On peut continuer à rêver parce que la physique, on peut jouer avec, et des choses sont pensables sans être réalisables. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas être trop optimiste un peu de notre vivant, ça on oublie. À l'échelle de 3-4 siècles, peut-être. Mais passons d'abord les 50 prochaines années. Tout à l'heure, je voyais le professeur Mansuy, j'ai oublié son nom, son pseudo, qui nous disait si on avait toute cette énergie, peut-être qu'il faudrait l'utiliser. Évidemment, si on avait toute cette énergie, peut-être faudrait-il l'utiliser sur Terre pour améliorer la condition des humains sur Terre et éviter de ratiboiser notre planète et de la rendre inhabitable. Peut-être faudrait-il d'abord faire ça, notre unique vaisseau. C'est la Terre, et après, éventuellement, on peut discuter sur ce qu'on fait ensuite, mais éventuellement après. Roland, merci infiniment de ton temps. Merci des questions. Est-ce que merci à tout le monde d'avoir suivi ça. Je n'ai pas répondu à tout, mais bon, c'était compliqué. Il y en a beaucoup. J'ai vu des questions passer qui nécessitera des développements. On refera des nouvelles discussions. La téléportation, effectivement, ça c'est un sujet en soi. Bien sûr, il y a plein de choses. On pourra en discuter. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être que tu peux rappeler effectivement les prochaines échéances. Donc demain. Alors demain et vendredi, alors demain et samedi, parce que vendredi et samedi, il y a encore au CNAM, il y a le congrès, le colloque Time World sur le hasard. Allez voir, c'est absolument stupéfiant le nombre de conférences, de conférencières de qualité stupéfiant, dont le professeur darwinian, j'ai oublié son nom encore. Roger Mansuy et Roland Louc, en chair et en os. Ma prochaine échéance suivante. Ah oui, Dr Brognon Lamy, voilà. Vous pouvez le retrouver demain à Time World 2021. Oui, j'y serai à 15h. Voilà, merci Roger. Il fait ma propre publicité pour demain.
L'autre échéance, c'est le Festival d'astronomie de Florence, auquel je vais participer aussi, d'astronomie qui est dans le Gers, à Florence. Vous cherchez Festival Astronomie et vous trouverez plein de choses intéressantes aussi cette année. Et ma troisième échéance en termes de festival, c'est le Festival international de science-fiction Les Utopiales, qui va se passer à Nantes du 29 octobre au 1er novembre. J'espère que le variant Delta ne nous aura pas eu, parce que, comme vous le savez, en ce moment, le Delta plane, et donc, du coup, il faut faire attention. Et voilà, donc c'est ma prochaine échéance en termes de festival. Bon, il y en a d'autres, j'aurai peut-être d'autres conférences. Après, j'essaie de me mettre en vacances et de survivre à mes vacances. Super. Voilà. Et donc, effectivement, vous avez dans le chat les sites, les liens vers les sites. Oui, merci. Valentin, merci Valentin de mettre tout ça. En tout cas, vous pourrez retrouver ce stream sur le site de Twitch pendant quelques temps et ensuite sur le site de Sciences et Avenir. Abonnez-vous pour être au courant de nos prochaines échéances au mois de septembre. Et je vous remets un peu de publicité pour cet excellent numéro. Oui, il a l'air bien, hein, le temps et l'espace. Le temps et l'espace de la recherche, voilà, du trimestriel de la recherche, avec du Roland Lehoucq dedans, mais pas que, avec plein de trucs. Oui, j'espère, parce que sinon ça... Voilà, et on vous remercie tous et on vous dit donc à la rentrée avec plein de belles lectures d'été et de jolis festivals. Merci. Merci à vous, merci Philippe.